vous êtes trop plein. Bravo. Est-ce qu'on démarre officiellement maintenant? Est-ce qu'il est 14 heures? Il est 14 heures. Il n'est pas encore... 14 heures pile, poil. Super. Bonjour à tous. Welcome back pour ceux qui étaient là avec nous ce matin. Bienvenue à la séquence Go for Recycling du Refashion Day. Je suis Maud Hardy, directrice économie circulaire de Refashion. Et toute l'équipe ici présente, dans la salle, dans les loges, en backstage, on est ravis de vous retrouver cet après-midi pour faire le point ensemble sur les projets clés d'accélération du recyclage des textiles et des chaussures usagées. La dernière fois que nous avons organisé un événement, un grand rassemblement tous ensemble, c'était en janvier 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous étaient peut-être là, c'était dans le monde d'avant. Nous vous avions présenté le benchmark des solutions automatisées de tri pour les textiles. Presque 2 ans après, la crise sanitaire mondiale que nous traversons a impacté tous les acteurs de la filière et toutes les phases du cycle de vie du produit. La fabrication, la consommation et surtout la valorisation. Et sur cette troisième phase, la valorisation, nous avons identifié avec Cécile 3 enjeux majeurs à relever. Premièrement, la période charnière que nous traversons en ce moment est propice à l'émergence de nouveaux business models et de nouvelles façons de faire. Deuxièmement, le recyclage des textiles et des chaussures non réutilisables, c'est la priorité sur laquelle nous devons concentrer tous nos efforts et tous nos investissements. Et enfin, nous ne pourrons pas relever ce défi au niveau franco-français. Nous devons mutualiser les gisements et co-créer des solutions au niveau européen. Avec Cécile, qui est responsable innovation et recyclage chez Refashion, nous avons construit le programme de cet après-midi pour vous présenter comment Refashion va adresser ces 3 enjeux stratégiques. Elle va vous présenter le programme et moi je dois vous donner quelques infos logistiques avant de démarrer. Tout d'abord, toutes les présentations que vous allez voir cet après-midi seront disponibles en replay sur la plateforme iwi dans la rubrique Médias. Deuxièmement, vous avez la possibilité de poser des questions. Les gens dans la salle, vous aurez des micros qui circuleront, vous leverez la main pour les avoir. Et ceux qui sont en live streaming, vous pouvez poser vos questions directement dans la rubrique chat. Et enfin, pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à contribuer à notre nuage de mots en re. Vous pouvez contribuer avec votre mot en re dans la rubrique sondage. Et ceux qui sont sur place, vous nous donnerez votre mot en re et on le rajoutera sur le nuage. Voilà, je passe la parole à Cécile qui va animer cet après-midi avec tous nos invités intervenants. Profitez-en, amusez-vous, apprenez, découvrez et revenez la prochaine fois. Merci Maud. Alors, pour les 5 projets clés qu'on voulait vous présenter pour cet après-midi, vous les avez déjà vus, j'en suis sûre, mais je vais refaire un petit récapitulatif de l'agenda. Donc, on va commencer avec la plateforme Recycle de Refashion qu'on lance donc aujourd'hui. On va vous parler aussi d'une bibliothèque de matières textiles et vous saurez tout pourquoi on a fait ce travail. Ce sera en lien direct avec le projet clé numéro 3 qui sera donc sur l'étude de caractérisation des flux des centres de tri. Et ensuite, on va passer au 4e projet clé qui est un long projet. Donc là, on va vous parler des 2 groupes de travail sur innovation-recyclage qu'on a lancé maintenant il y a 18 mois. Et enfin, on va terminer avec le Challenge Innovation 2021 qui était attendu déjà depuis un petit mois. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la plateforme Recycle. Et j'accueille Véronique Allaire. Bonjour. Bonjour pareil. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la plateforme Recycle de Refashion qui est lancée aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons depuis plus d'1 an. Pourquoi cette plateforme ? Déjà, parce qu'il y a une vraie urgence à traiter toutes les questions de recyclage, non seulement en France, mais aussi en Europe, avec une évolution des législations qui va faire que le volume de textiles collectés ou de textiles à recycler, invendus, chute de production, va augmenter énormément. Et donc, il faut trouver des solutions.
Ce matin, on a parlé, les chiffres que vous voyez ici, on les a vus aussi ce matin. Il faut savoir que dans les 33% qui sont aujourd'hui recyclés, il n'y a que 5% qui soient recyclés en France et moins de 10% qui est recyclé en Europe. Tout le reste part loin, part en Asie, part au Moyen-Orient, part ailleurs. Et donc l'enjeu, c'est que ce recyclage se fasse ici et aussi qu'on augmente cette part de 33%. Pour cela, la seule solution, c'est d'avoir des solutions industrielles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de démonstrateurs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10 ans, entre autres grâce à ReFashion, grâce au Challenge Innovation et à l'appel à projet. Mais il faut absolument que ces POC, que ces preuves de concept, aujourd'hui, s'industrialisent. Et c'est l'objectif de la plateforme. Alors, vous connaissez peut-être ces cartographies que je vous montre, qui ont été développées il y a 3 ans. Par Maud, et qui nous ont beaucoup aidés depuis 3 ans déjà à communiquer sur les solutions existantes de recyclage. Vous voyez à la périphérie, il y a les produits finis et semi-finis issus du recyclage des textiles. Au centre, vous voyez les matières textiles avec des couleurs et les petites flèches de couleurs qui partent vers les solutions et qui représentent voilà, ces matières textiles. Et tout ce qui est au milieu, ce sont les solutions, ce qu'on appelle les solutions de recyclage, c'est-à-dire toutes les étapes de transformation qui vont, en général, ça part toujours d'un effilochage, ça part toujours presque toujours, pas toujours, d'un effilochage. Et derrière, il y a énormément de différentes solutions qui sont des solutions soit dans l'industrie textile, mais aussi des solutions dans d'autres industries. Et donc, il y a du recyclage mécanique et il y a du recyclage chimique. Et parce que dans les débouchés, il y a aussi des débouchés dans la plasturgie et dans plein d'autres industries. Cette cartographie, elle existe également pour la chaussure. Alors là, vous voyez tout de suite que la cartographie, elle est nettement plus light, beaucoup plus légère, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup moins de solutions de recyclage. Et ces solutions sont vraiment toutes restées à l'état de POC, alors que dans le textile, il y a eu un plus gros développement. Et donc là, on a un très gros enjeu de travailler sur ce recyclage des chaussures. Alors, pourquoi la plateforme Recycle de ReFashion ? Donc, dans les objectifs, le premier objectif, c'est de faciliter les échanges entre les différents acteurs. Comme ça paraît tout simple, mais je venais de vous le dire, on est en interindustrie. C'est-à-dire que souvent, là où il y a des capacités d'absorption de ces matières recyclées, c'est dans d'autres industries que l'industrie textile, surtout compte tenu du fait que l'industrie textile en France a quand même fortement diminué. Donc il y a d'autres industries comme la plasturgie ou l'automobile qui sont plus fortes aujourd'hui et qui auraient matière à absorber ces produits. Mais pour cela, il faut faciliter les échanges. Ensuite, c'est développer les solutions de recyclage, on l'a évoqué, et puis l'industrialisation de ces solutions. Et on a tout de suite pensé à faire une plateforme en français et en anglais parce qu'on ne peut pas travailler en étant qu'en France. Aujourd'hui, ReFashion a une mission qui est sur le territoire français, mais ces solutions d'industrialisation de recyclage, elles ne s'entendent qu'à l'échelle européenne parce qu'on sera plus fort à plusieurs et ça serait vraiment trop dommage de travailler qu'entre Français. En l'occurrence, on est déjà ouvert sur l'Europe, et je vais vous en parler. Quand on parle des utilisateurs de la plateforme, donc quelle est la cible de la plateforme ? En premier, ce sont les fournisseurs de matières. Et les fournisseurs de matières, ce sont en premier les opérateurs de tri. Aujourd'hui, il y a plus de 65 opérateurs de tri qui sont conventionnés avec ReFashion. Parmi eux, 15 sont en dehors de la France. Donc déjà, on voit là, il y a déjà une part d'étrangers. Certains ne parlent pas français. Et d'où le fait que la plateforme soit aussi en français et en anglais. Les transformateurs de matière. Donc les transformateurs de matière, c'est tous ceux que vous voyez au centre de la cartographie. Et donc, ce sont toutes les étapes de transformation qui vont de l'effilochage jusqu'à la pelletisation, jusqu'au filage, enfin, quelles que soient les étapes qui précèdent les produits semi-finis et finis. Et puis, très important, les industries clientes de ces matériaux. Et ça, c'était le point qui manquait jusqu'à présent. On avait du mal à montrer à ces industries clientes, quelles qu'elles soient, parce que vous imaginez bien que les transformateurs, par exemple, ils sont aussi clients de ces matériaux, parce qu'ils ont un matériau entrant, ils ont un matériau sortant, donc ils sont eux aussi clients. Mais les autres industries qui ne nous connaissent pas bien, plasturgie, automobile, mais les autres transports, tous les autres transports, tous les intermédiaires qui peuvent faire des produits finis, semi-finis, et qui aujourd'hui recherchent des matières recyclées et ne savent pas que le textile peut proposer des matières recyclées, qu'il y a des débouchés du recyclage textile qui vont vers cela. Et donc ces cibles, elles sont en France et en Europe.
Dans les autres cibles, il y a tous ceux qui peuvent être prescripteurs pour cette plateforme, que ce soit des pôles de compétitivité, des fédérations, des enseignants, mais aussi les ingénieurs matériaux qui sont dans les entreprises et qui font les cahiers des charges. C'est très important qu'ils nous connaissent et donc on va communiquer aussi auprès de toutes ces cibles, mais qui ne sont pas visibles sur la plateforme. Alors, quelles ont été les étapes du projet, une fois qu'on s'est dit on a besoin d'une plateforme comme celle-là? Il y avait beaucoup de plateformes qui existaient. Ce mot-là, plateforme, c'est un mot très à la mode, on l'entend partout, à toutes les sauces. Donc on s'est dit, dès le début, on s'est dit, il y a tellement de plateformes, on va bien en trouver une qui nous va bien. Ce matin, on vous a parlé de la plateforme éco-conception qu'on a totalement fait nous-mêmes, développée. On s'est dit, là, il y a tellement de plateformes, on va bien en trouver une qui va fonctionner pour nous. Et surtout, on veut se concentrer sur la mise en relation. Parce qu'une plateforme toute seule, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que juste donner les contacts, ce n'est pas ça le sujet. C'est bien parce que ça permet aux uns et aux autres de voir indépendamment qu'est-ce qui existe, de pouvoir se benchmarker, de découvrir les solutions de recyclage, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est derrière animer cette plateforme. Et donc, on s'est dit dès le début, au-delà de la plateforme, il faudra qu'on ait quelqu'un qui soit totalement dédié à la plateforme pour aider les différents acteurs, au-delà de la mise en relation, à travailler ensemble. Et ça, pour une très bonne raison, c'est qu'on ne parle pas toujours exactement le même langage. Entre un plasturgiste et un textilien, c'est parfois difficile de se comprendre. Je ne vous donnerai pas d'exemple, je suis sûre que vous en avez en tête, mais déjà quand on parle de fibres, souvent ce n'est pas exactement la même chose dont on parle. Donc très important cet aspect accompagnement de la relation. Et la plateforme donc n'est qu'un support pour l'accompagnement de la relation. Donc on a étudié un certain nombre de plateformes, en fait plus de 20, et on en a sélectionné 3 qui ont répondu à un appel d'offres. Et on a fait faire la sélection de la plateforme, le choix de la plateforme, par un échantillon de futurs utilisateurs, de 12 futurs utilisateurs pris dans les 3 cibles. D'ailleurs, certains sont parmi nous aujourd'hui. Et Inex Sourcing a été choisi, et d'ailleurs, le dirigeant d'Inex Sourcing aussi était parmi nous aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont rencontré. Ensuite, il s'agissait donc d'adapter cette plateforme Inex Sourcing, qui est spécialisée dans la détection de gisements de matière, de l'adapter à nos besoins. Qui était bien précis. Et pour ceci, on a travaillé là aussi en collaboration avec 30, on dit experts, mais en fait avec 30 acteurs de l'écosystème qui étaient dans la cible, qui nous ont aidés à la fois à faire les définitions des filtres, c'est-à-dire quels allaient être les critères de filtre, et comment on allait expliquer ces critères, c'est-à-dire quand on parle de dépolymérisation, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on parle de justement effilochage, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc avoir un langage commun interindustrie. Et puis, autre étape qui a duré pratiquement 2 mois, c'est les parcours utilisateurs, le test des parcours utilisateurs pour être sûr que la plateforme soit bien adaptée aux besoins. Alors, la mise en ligne était en juillet, donc pour pouvoir démarrer les bêta-tests. Le lancement est aujourd'hui. L'inscription est individuelle sous une entité. Quand je dis sous une entité, c'est-à-dire sous une organisation qui est pour la France un numéro de SIRET, donc ça peut être une entreprise ou une association. Et pour l'étranger, c'est soit un numéro d'enregistrement, c'est un numéro d'enregistrement TVA intracommunautaire, ou pour ceux qui n'ont pas de numéro de TVA intracommunautaire, on a des solutions, donc ils n'hésitent pas à nous contacter et on arrive à les faire s'enregistrer d'une manière organisée. La particularité, c'est que toutes les données sont sécurisées. C'était un point très important pour nous. Et donc, on a utilisé l'extranet Refashion, qui est l'extranet qui est déjà utilisé par les opérateurs de tri, pour concentrer et gérer toutes les données qui sont mises sur la plateforme Refashion. Et donc ça, vous pouvez le voir au moment de l'enregistrement. Je vous montrerai quand je vous montrerai la page. L'inscription est gratuite, mais elle est sélective. Elle est sélective parce qu'on a voulu qu'il y ait sur cette plateforme des contacts clés. C'est-à-dire quand vous contactez une entreprise, vous avez accès à la personne décisionnaire sur le sujet de la solution de recyclage, sur le sujet des matériaux ou carrément la direction de l'entreprise. Et ça, c'était aussi un point très important parce qu'on ne voulait pas faire un annuaire, encore un autre annuaire. Parce que justement, ça ne fonctionne pas. Europage, c'est compliqué, on le sait tous. Et donc ça, c'était important. Mais la contrepartie d'avoir ces décisionnaires, c'est de ne pas laisser la plateforme dans toutes les mains pour pas qu'ils soient gênés par des requêtes qui ne soient pas pertinentes par rapport à la plateforme. Et donc, l'adhésion est sélective et elle est filtrée, elle est validée par Refashion selon vos motivations à être sur la plateforme et à apporter quelque chose à la plateforme.
Alors, voici la plateforme. On n'est pas en direct sur la plateforme parce qu'on préférait sécuriser, mais du coup, je vous montre les écrans. Ça, c'est le site d'accès qui est ouvert à tout public de la plateforme. C'est recycle, très simple, recycle.refashion.fr, hyper simple. Et donc, c'est la porte d'entrée sur la plateforme, voilà, où vous avez l'explication de comment ça marche. Je m'inscris, Refashion valide mon profil et ensuite, j'accède au service. En général, on vous répond sous 24 heures, jour ouvré, voire même beaucoup plus rapidement, mais l'engagement, c'est 24 heures. Comment utiliser la plateforme? Il y a une vidéo qui vous explique comment l'utiliser. Vous avez la présentation de solutions de recyclage. Vous avez aussi la possibilité sur ce site de télécharger les cartographies que je vous ai montrées. Et là maintenant, on va directement aller sur la plateforme pour trouver. Donc, on utilise la plateforme pour aller chercher des solutions de recyclage ou des matières ou des produits issus du recyclage. Donc là, on va accéder à la plateforme. Voilà. Donc quand on n'est pas inscrit, on clique sur « Pas encore inscrit ». Et là, on arrive sur un formulaire. Et là, dès que vous êtes sur ce formulaire, en fait, vous êtes sur l'extranet Refashion. Vous êtes directement sur l'extranet Refashion. Vos données, elles sont saisies sur l'extranet Refashion. Et donc, vous voyez, enfin, ça ressemble à tous les formulaires. Vous avez le numéro de siret, code NAF. Le formulaire est légèrement différent. Vous voyez, dès le début, on demande le pays. Pour les pays étrangers, où c'est le numéro de TVA intracommunautaire. Ensuite, vous recevez votre login et votre mot de passe. Donc, votre login, en général, c'est votre email. Et là, vous pouvez vous connecter à la plateforme dès que vous avez reçu ce lien. Et vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme, où ici, sur cette page, j'ai cliqué sur « Guide ». Et donc, vous avez un petit guide qui peut vous guider pour les premiers pas sur la plateforme. Donc, de deux choses l'une, soit vous êtes vous-même un acteur de la plateforme, c'est-à-dire vous avez des matières à proposer et des solutions à proposer. À ce moment-là, vous allez commencer par aller voir votre fiche entreprise. J'ai pris l'exemple, avec leur accord, de la fiche Infibre à vous montrer. Alors, pour la petite histoire, Infibre a été est la première fiche qui apparaît dans toutes nos présentations, et donc on aura demandé l'accord de les présenter aujourd'hui. Et donc, vous pouvez aller compléter votre fiche entreprise, compléter vos matières, enregistrer vos matières, les modifier si vous le souhaitez, ou si vous êtes un simple visiteur de la plateforme, c'est-à-dire vous êtes un client ou vous êtes un prescripteur, vous arrivez directement sur cette page où il n'y a pas d'entreprise qui apparaît, mais vous pouvez, à partir de là, commencer votre recherche. Vous commencez votre recherche en cliquant sur les critères de filtre qui sont sur la barre à gauche. Alors, si vous me regardez, voilà, c'est comme ça, à votre gauche. Et donc, vous commencez par sélectionner soit la matière, soit la solution, selon le type de recherche que vous voulez. Ici, on a sélectionné la matière polyester. Et ensuite, dans caractéristiques, donc dans les caractéristiques, vous pouvez sélectionner différentes caractéristiques. Le fait que la matière soit post-consommateur ou pré-consommateur, c'est-à-dire pour tout ce qui est chute de production ou autre. Vous pouvez sélectionner aussi la source de la matière, par exemple chaussures, linge de maison, différent de vêtements, ou linge professionnel, différent encore. Et vous pouvez sélectionner le format. Le format, c'est quelque chose de très important parce que, par exemple, si je cherche du polyester, je peux tout de suite dire je cherche du fil de polyester. Et donc, tout de suite, sélectionner fil. Là, on s'est limité à sélectionner du post-consommateur. Et vous voyez, apparaissent les entreprises qui font du polyester post-consommateur. Vous les voyez à la fois en liste, avec le polyester qui est montré, c'est la colonne avec les traits bleus, et les volumes mobilisables qui sont affichés sur la plateforme. Et vous voyez aussi une cartographie, vous avez une cartographie qui apparaît, où vous pouvez aussi, en la grossissant, en zoomant sur la cartographie, qui fonctionne tout simplement comme toutes les cartographies, vous pouvez zoomer et aller sélectionner quelqu'un qui soit le plus proche de vous ou de vos facilités. Donc, en 3 clics, vous détectez. Ensuite, quand vous cliquez sur le nom de l'entreprise qui vous intéresse, on a pris l'exemple d'Infibre, vous avez tout de suite le contact qui vous intéresse. Là, on a flouté à dessein l'email et le téléphone, mais vous avez tout de suite l'email, le contact de la personne. Et si vous cliquez sur l'email, tout de suite, ça envoie un email à cette personne. Enfin, ça vous fait afficher la page de courrier de votre boîte email. De la même manière, vous avez le téléphone que vous pouvez tout de suite appeler si vous avez le système avec votre ordinateur. Vous avez un descriptif de l'entreprise. Le descriptif de l'entreprise est toujours en lien avec le recyclage.
Ensuite, vous pouvez avoir plus d'informations sur la société, c'est-à-dire quelles sont les solutions qu'elle propose, quels sont les marchés destinataires de ces solutions. Ce sont aussi des clés de filtre, donc vous les utilisez comme vous le souhaitez, et les matières qui sont proposées, sachant que vous pouvez cliquer sur une fiche matière avec le petit carré avec la flèche pour pouvoir voir la matière, en développer et avoir plus d'informations sur cette matière qui vous intéresse. Je vous parlais de la cartographie. Là, j'ai mis la cartographie en gros. Vous pouvez vraiment visualiser la distribution des acteurs sur le territoire et affiner votre recherche en traçant votre zone de sélection. Par exemple, je suis dans la ville de Lyon, je veux que des acteurs qui soient à 200 km de la ville de Lyon. Je peux mettre ce critère-là. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant... on va avoir normalement en direct, en duplex, Mauro Scaglia, qui dirige Euratex. Voici. Bonjour Mauro, je vous passe la parole. Hello Mauro. Good afternoon, everyone. I trust you hear me fine. Yes. Yes, fantastic. Thank you very much for this opportunity. I represent Euratex, European Textile and Apparel Industry Confederation. We are the voice of the whole value chain, and we are based in Brussels. Nous couvrons toute la chaîne et nous sommes à Bruxelles. Nous avons donc les différents membres. Nous travaillons avec les institutions européennes pour influencer la politique et la réglementation. Vous savez qu'avec la COVID, il y a eu des temps difficiles, mais il y a des signes prometteurs de redressement. Même si les chiffres sont encore faibles, je dois dire que le redressement est en fait a en contrepartie une augmentation des prix de transport et des matières premières. Il y a également un problème de pénurie d'équipements, de matériaux, et je pense qu'il est important de réfléchir à cela dans le contexte de notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ordre du jour de l'Europe, en fait, concerne la durabilité. Et je crois que nous sommes dans une région du monde qui cherche à transformer les textiles et autres produits de façon nouvelle. Vous savez qu'au cours des dernières années, il y a eu plus de 5 millions de tonnes de déchets de textiles que nous devons collecter et recycler à travers l'Europe. Et vous savez qu'on a pu voir ce que Véronique nous a montré en France, mais la situation est pareille en Italie, en Allemagne. Il y a des difficultés en fait pour s'organiser, pour traiter des centaines de milliers de tonnes. Nous faisons face à un défi qui va au-delà de ce qui est possible pour les entreprises au niveau national. Alors, encore une fois, on fait face à des déchets de quelques 5 millions de tonnes de textiles. Donc, vous savez, nous devons traiter ce problème. C'est pour ça qu'il y a un an, Euratex a entrepris cette initiative. Nous voulons créer un système intégré à travers l'Union européenne pour organiser et développer à l'échelle une solution pour les déchets du textile. Vous savez qu'il y a d'une part, en fait, la question d'utilisation du numérique. Les sites doivent être connectés, interconnectés, vont devoir connecter en fait à des politiques, aux logiciels en fait EPR, et il faudra bien sûr faire appel à de nouvelles technologies qui aujourd'hui émergent mais qui ne sont pas à l'échelle voulue. Donc il faut trouver des solutions, de nouvelles solutions. Avec l'initiative en fait Refashion, nous voulons en fait essayer d'avoir une chaîne de valorisation qui peut retraiter les matériaux, qui peuvent également réduire les coûts de production.
Voilà ce que Rotex essaye de faire dans ce domaine. Il y a la plateforme de recyclage qui vient d'être introduite. Nous pensons que c'est un très bon point de départ pour une intégration numérique et de communication. Nous apprécions tous les efforts faits, en fait, tous les investissements, les recherches qui ont été entrepris avant de pouvoir mettre sur pied la plateforme en juillet. Nous sommes très heureux de présenter cette plateforme à nos membres et notre initiative. Et il y a beaucoup de possibilités, mais nous pensons que nous sommes dans un très bon état d'esprit pour travailler ensemble. À l'avenir, il est clair qu'il faudra avoir le feedback du secteur, de la filière sur ces outils et nous voulons faire cela dans une coopération ouverte et transparente. Voilà pourquoi nous avons en fait un programme pour le forum en fait des parties prenantes de Rehab, de l'initiative Rehab. Donc, il y aura une réunion en octobre. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé ce temps pour partager nos pensées et nos idées avec vous. Et nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce partenariat possible. Merci. Alors, il est 26, on a peut-être le temps pour une ou deux questions dans la salle. J'ai quelques questions dans le chat, donc je peux commencer par une question dans le chat, en attendant que la salle se réveille. Première question, est-ce que tu peux préciser les conditions d'accès de la plateforme? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Gratuit. Non, la plateforme est totalement gratuite, mais elle est soumise à approbation, c'est-à-dire que ne sont acceptées sur la plateforme que les sociétés qui ont réellement une justification à être sur la plateforme, pas juste pour aller voir, tiens, je suis curieux, je veux aller voir. Ça, il y a le site public qui présente la plateforme et que je vous ai montré au tout début, recyc.refashion.fr, qui présente l'esprit de la plateforme et des vidéos, qui est accessible à tous. Mais l'accès à la plateforme, il est sur validation des équipes Refashion, des équipes de Cécile. Et à partir de là, c'est vraiment on demande, en fait, au moment de l'inscription, on demande quelles sont vos motivations à accéder à la plateforme. Et c'est à partir de là que la sélection est faite. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou je passe une deuxième question? Ah, une question dans la salle. Est-ce que quelqu'un a un petit micro à faire passer? Alors, en attendant que le micro arrive, deuxième question du live. Et juste une précision technique, une fois que l'entreprise est inscrite, c'est multi-utilisateur ou chaque utilisateur doit aussi justifier pourquoi chaque utilisateur doit aussi justifier pourquoi, sinon le filtre ne sert pas à grand-chose. Donc, chaque utilisateur doit dire pourquoi. Voilà. Voilà. Chaque utilisateur doit dire pourquoi. Et quand on voit qu'un utilisateur n'utilise plus beaucoup la plateforme, on le relancera en disant est-ce que vous êtes toujours motivé? Est-ce que vous n'avez pas changé de poste? Ça fait partie pour nous de l'animation de la plateforme. L'idée, c'est que la plateforme soit vivante. Donc, c'est d'avoir que des personnes qui ont vraiment un rôle à jouer sur la plateforme. Voilà. Merci. Petite question du live. Quel est le périmètre géographique des solutions et matières proposées par la plateforme, France ou Europe? Alors, dans un premier temps, on s'est beaucoup focalisé sur la France, mais comme je vous le disais, on avait tout de suite des acteurs européens, entre autres les 15 opérateurs de tri qui ne sont pas en France, qui sont présents. Alors, tous ne sont pas encore présents, mais on en a une belle sélection. Et certaines entreprises qui sont en Europe et qui tout de suite nous ont dit « mais nous, on est intéressés, on veut », parce qu'on a fait un communiqué de presse annonçant la plateforme en juillet, et on a été contactés par certains acteurs, je pense à des acteurs entre autres au Portugal, ou certains qui nous ont recommandé aussi d'intégrer certains acteurs qui sont des acteurs importants par rapport aux solutions qu'ils proposent ou par rapport aux matières qu'ils proposent. Voilà. Donc c'est ouvert à toute l'Europe. Et une autre question dans la salle. Ah, super. Oui. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche, mais... Oui, ça marche. J'ai une question, c'est savoir si la plateforme, c'est prévu de pouvoir trouver, parce que nous on a des problématiques pour des débouchés, parce qu'on est collecteur textile, est-ce qu'on peut trouver des bureaux d'études à l'échelle aussi bien nationale qu'européenne, parce que bon, peut-être qu'on peut le trouver ailleurs, mais notre problématique, c'est qu'on ne trouve pas de partenaires pour développer de nouvelles solutions, de nouvelles débouchés et créer des prototypes. Alors, bureau d'études stricto sensu qui ne proposent pas de solution de recyclage, non, parce qu'ils ne sont pas visibles, sont visibles sur la plateforme
que les sociétés qui proposent des matériaux. Parce que la base de la plateforme qu'on a utilisée, c'est une plateforme de détection de matière. Mais des bureaux, des organismes qui vous proposent à la fois qui sont à la fois bureaux d'études et qui proposent des solutions et qui mettent des exemples de réalisation, oui, vous en avez. Voilà. Mais pas tous les bureaux d'études. Voilà. Et une dernière question sur le live, posée par Guido. Can a non-French association or company join the platform? Yes. Est-ce qu'une association ou organisation Yes, non we française have puisse some devenir already. membre de la plateforme? Oui, Ok. il y en a Eh ben, déjà. écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions urgentissimes à adresser dans la salle, merci Véronique. Merci. Est-ce que tu veux nous donner ton mot en re avant de partir? Oui, être heureux. Être heureux. Bravo. Merci Véronique. Ah oui. Et petit reminder, Voilà, peut-être. et suivant la présentation de Véronique, on aura aussi un atelier en ligne avec Michael Cotte de Refashion, justement pour poser les questions et faire une démo en live du site. Voilà, donc pour compléter un petit peu, mais ça c'est réservé en ligne. Voilà. Alors, on accueille. On continue. Allez, on continue. Je vais C'est parti. accueillir Brendan Guérin de Terra pour le deuxième projet clé sur la constitution de la bibliothèque de matières textiles. Super. Salut Brendan. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous fais des La appels. prise d'appel. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter une mission que notre bureau d'études Terra a réalisée pour Refashion ces derniers mois, qui a consisté à faire une bibliothèque de matières textiles. Donc, avant de parler de la bibliothèque de référence et en quoi elle consiste, je vais revenir sur pourquoi on a eu besoin de disposer d'une telle bibliothèque. Donc, aujourd'hui, on parle de recyclage matière. Et si on veut aller vers plus de recyclage matière, on a besoin de faire du tri matière. Et pour faire du tri matière, on a besoin de développer des technologies d'identification des matières pour être capable d'identifier facilement tel vêtement, quelle est sa composition. Donc je présente ici un schéma qui est assez global du principe d'identification des matières, quelle que soit la technologie. On va par exemple avoir un t-shirt avec une matière inconnue ici, qui va passer à travers un appareil de reconnaissance. Cet appareil de reconnaissance va nous sortir un spectre, donc le spectre d'une matière inconnue. Avec ce spectre, en soi, on n'en fait rien. Pour deviner de quelle matière il s'agit, il va falloir qu'on compare ce spectre à des spectres d'échantillons de matière qu'on connaît déjà. Et c'est ce qu'on appelle ici notre bibliothèque de référence. Donc dans l'exemple ici, vous avez une bibliothèque de référence avec 3 matières, du polyester, du coton, de l'acrylique. On va avoir un spectre inconnu. Et si on regarde, on voit que ça ressemble beaucoup au spectre d'un échantillon d'acrylique qu'on a déjà. Donc de ça, on va en déduire que notre textile inconnu est fait d'acrylique. Donc le point clé ici, au-delà de la technologie, du fournisseur de la technologie, de son algorithme, de ses performances, il faut qu'à un moment, on ait des échantillons de référence, de matière, dont on connaît la composition et dont on est sûr de la composition. Donc la mission qu'on a réalisé on a constitué une telle bibliothèque. Donc en différentes étapes, dans un premier temps, on a défini quelle catégorie de matières on voulait reconnaître en fait, puisqu'il y a des milliers de matières différentes quand on prend en compte les mélanges. Donc à la fois matières pures, les mélanges. On s'est focalisé sur les matières les plus représentatives en termes de mise sur le marché, et aussi celles qui ont le plus d'intérêt pour le recyclage. On s'est approvisionné ensuite, on a défini donc 25 catégories que je vais vous présenter après. Et sur ces 25 catégories, on s'est approvisionné auprès d'industriels français. Et pour toutes les matières qu'on ne peut pas trouver auprès d'industriels français, on s'est approvisionné dans le commerce, on a acheté de la matière. Derrière, toutes ces matières, on les a fait tester en laboratoire, qui a fait des analyses chimiques dessus, des analyses microscopiques, pour être sûr que ce qui était écrit sur l'étiquette, c'est bien la composition de nos échantillons. Et derrière, on a consolidé tout ça. Donc c'est un travail assez long qui nous a pris environ 6 mois, qu'on a commencé en début d'année et qu'on a fini là tout juste à la fin de l'été. Donc ici, on présente les 25 catégories qu'on a retenues, donc 7 matières pures et 18 mélanges. Et donc pour chacune de ces catégories, on a cherché à recueillir une vingtaine d'échantillons. Alors vous me direz, pourquoi pas juste un échantillon?
En fait, l'intérêt d'avoir une vingtaine d'échantillons par catégorie, c'est d'avoir une variété dans les origines, dans les couleurs, dans les fabricants, puisque tout ça peut avoir une influence sur comment la matière va être identifiée ou non. Donc voilà la bibliothèque finale, à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez un graphique avec toutes les catégories et le nombre d'échantillons qu'on a collectés par catégorie. Donc la bibliothèque finale, dont vous avez quelques exemples ici, est constituée de 409 échantillons de matière textile qui ont été vérifiés en laboratoire. Et donc on a 10 exemplaires strictement identiques de cette bibliothèque. Ça tient dans une valise complète. Je n'avais pas ici. Mais alors, quand on a constitué cette bibliothèque, on a eu quelques difficultés. Et donc, on voulait partager ça avec vous. Une des difficultés auxquelles on s'attendait, mais pas forcément dans ces proportions, c'est que quand vous avez une composition d'annoncés et que vous faites le test en laboratoire, et bien dans 41% des cas, la composition qu'a trouvée le laboratoire, ce n'était pas la composition annoncée. Donc, c'est assez problématique pour faire une bibliothèque de référence. Heureusement, on a pu en reclasser quelques-unes parce que l'écart n'était pas grand ou ça retombait bien dans une autre catégorie. Mais on a dû, par exemple, sur nos 480 échantillons qu'on a testés en laboratoire, en mettre 71 de côté qu'on ne pouvait pas réutiliser. À noter qu'ici, quand je parle de non-conformité, on considère qu'un échantillon n'était pas conforme s'il y avait plus de 3% d'écart entre l'étiquette et ce que trouvait le laboratoire. Donc ici, j'ai mis pour chaque catégorie le pourcentage de conformité qu'on avait. Donc on voit qu'en fait, sur les matières qui étaient les matières vierges, des 100%, ou des matières proches de la matière vierge, c'est-à-dire du 100% avec de l'élastane, on a plutôt des taux de conformité élevés. Par contre, sur les mélanges, et notamment tout ce qui va être mélange de type lainage, avec de l'acrylique, du polyester, du polyamide, on a eu beaucoup de non-conformités et de problèmes entre la composition annoncée et la composition réelle. Voilà. Donc on essaie d'expliquer un peu ici plus en détail les types de non-conformités qu'on peut rencontrer en fait en faisant ce travail. Donc ici, on a mis différents types de non-conformités. Alors je ne vais pas revenir dans le détail sur les différences. Ce qu'il faut retenir, c'est le 50% là, en rouge. C'est les erreurs pour les mélanges où le laboratoire a trouvé la même composition que ce qui était annoncé sur l'étiquette, mais on avait des erreurs de pourcentage. Tout le reste, les 45%, c'est plutôt des erreurs de type matière. C'est-à-dire, dans 25% des cas, le laboratoire a trouvé une matière en plus que ce qui était sur l'étiquette. Vous avez aussi des cas où on trouve une matière en moins, ou des cas où une matière a été remplacée par une autre. Vous attendez du coton polyester, on trouve du coton polyamide. Voilà, donc c'est tous ces cas. Et quand on creuse la raison de ces non-conformités, je vous ai dit qu'on avait deux sources d'approvisionnement. Et donc si on regarde ce taux de conformité qui était de 41% au global, pour les échantillons industriels, il est de 88%. Donc sur les échantillons sur lesquels on s'approvisionne en direct, on a plutôt un taux de conformité élevé. Et en fait, les 12% de non-conformité, c'était plutôt des petites non-conformités qui pourraient être des contaminations ou même des incertitudes au niveau du laboratoire. Par contre, quand on regarde les échantillons qu'on a achetés dans le commerce, là, on tombe à 48% de conformité. Donc, un échantillon sur deux qu'on a acheté dans le commerce, l'étiquette ne correspondait pas à la composition qu'a trouvée le laboratoire. Et en plus, les non-conformités qu'on a trouvées étaient souvent assez importantes. C'est-à-dire quand on a une matière supplémentaire, ce n'est pas 5%, ça peut être 10, des fois 50%. Voilà. Donc la conclusion de ce travail, au-delà de tout le travail qu'on a fait pour constituer cette bibliothèque, c'est qu'on ne peut pas se fier aux étiquettes si jamais on voulait faire du tri matière de façon fiable. Ça montre aussi que pour tous les gens qui voudraient développer des technologies de reconnaissance matière, développer le tri matière, disposer de ces échantillons de référence, c'était un vrai frein. Et donc on espère que ce travail avec la bibliothèque de 409 échantillons, qui va être mis à disposition aux acteurs de la filière par ReFashion, donc il y a 9 exemplaires, on espère que ce sera un vrai levier pour lever ce frein. Et ReFashion a prévu dans le temps d'enrichir cette bibliothèque avec de nouvelles compositions, de nouvelles matières. Super. Voilà, Merci beaucoup. donc merci pour votre attention. Merci, Brendan. Merci beaucoup, Brendan. Et comme l'a dit du coup Brendan, on a fait 17 de cette bibliothèque, mais on en a 9 qui sont disponibles. Alors pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est déjà utilisé.
Et là, on devrait avoir Martin Holicki de Matoa. Hello. Hi, Martin. Good afternoon. So we're ready to hear how you're going to use this fabric library. And I'll let you go on with your presentation. Yes, thank you very much for the opportunity to present today. Beaucoup I'm de afraid I cette couldn't make it to occasion de Paris vous on this occasion, parler. but Malheureusement, hopefully je next n'ai year. pas pu aller à Paris, peut-être Can I l'année see my prochaine. slides? Yes. Voilà, So we parfait. founded Matoa 4 years ago with the vision to create Donc, machines which would be super Matoa, easy to use. on They would be voulait low créer des cost, machines and they would faciles enable à immediate utiliser, peu identification of chères materials. et qui pouvaient So we have permettre developed d'identifier two such immédiatement machines. You les can see matières. On a développé Fabric 2 machine for fabrics machines. identification Donc, on vous the left, voyez and celle de there is our gauche Plastel pour plastics les identification machine on tissus the et right. vous avez These are Plastel based pour on les near-infrared plastiques. spectroscopy, which Donc, is a il very s'agit de established and spectroscopie standard industrial method for avec des identifying materials. proches infrarouges The data from the near-infrared spectroscopy et are then fed les into our données sont advanced ensuite material identification envoyées algorithms. à The whole thing is notre coupled système to our secure d'identification. cloud, which enables Donc, you to gather tout additional insights ceci vous into permet your de processing recueillir of the stuff you des are identifying, and also informations our app for phones and tablets, which lets you save data, et ceci peut access aussi être statistics, envoyé à and vos configure tablettes, sur vos machines. téléphones, Now you should be etc. able to see a demo of Donc the fabrics là, machine, vous devriez and you can see voir that the donc une identification is démonstration instantaneous. It de doesn't celle require qui any traite sort of sample des preparation, matières, pas and besoin de it préparation requires only very d'échantillons, minimal training. So ça ne all you need to do requiert really qu'une toute is just petite put the sample there, formation. Donc, and the vous answer mettez just comes l'échantillon up. et la The réponse machine can identify arrive tout de all suite. the Donc, la pure machine peut fibers, as well identifier as les two fibres component pures blends of the most common ainsi fibers. que des So matières you à can see 2 that the answer is composantes. shown on the Donc, screen. vous And pouvez we also voir have this cela little à color l'écran. indicator on the machine, which Et can vous be pouvez programmed avoir through our un app. So show a indicateur specific sur la color machine for a qui vous specific material. peut So if you aussi want to sort afficher quickly, une you couleur can just make it spéciale say pour show une matière spéciale. Donc, red par for exemple, vous décidez something, que and then le blue rouge, for, say, ce for sera cotton, pour telle and you can matière, just ou sort par by exemple le color coton indicator. pur. Et ensuite, vous pouvez There utiliser are cette obviously indication lots of different couleur ways you can pour le identify tri. a piece of fabric. Alors, bien It feels sûr, like polyester, il y a it différentes probably is façons polyester, d'identifier une matière. and you can get Le some toucher, par accuracy with exemple, this, pour le but polyester. On we peut have avoir une numerous certaine examples précision avec le where you toucher, mais il y a just by beaucoup touching can't really d'exemples tell. où, And juste when en it comes to touchant, vous n'arrivez identifying pas à blends, it identifier gets la really difficult la to do it matière. accurately, if not Et impossible pour to do it certaines by touch. autres matières, il est Also, presque any person impossible sorting de materials, les sorting these identifier au fabrics by toucher. touch, they need Alors, lots of les experience and training. personnes On the qui other hand, we have identifient les lab matières au analysis, toucher doivent avoir which une grande gives you the expérience. golden standard in accuracy. Ensuite, It takes vous ages avez to les get the analyses en results back, and laboratoire, it's only really mais applicable for single donc, samples. ce n'est pas So what we facile offer à is a utiliser. super quick Alors, nous, and ce qu'on offre, c'est une méthode cost-effective way extrêmement to rapide, identify très materials with efficace only very pour minimal training. identifier les matières And avec this is useful une for formation audits, this is minimum. useful for quality Et c'est control, and très importantly, it's intéressant also pour le useful for contrôle de actual sorting qualité, of mais fabrics aussi ça or peut être utilisé sorting pour le tri for de recycling matières, donc garments. pour le So we already recyclage, have par customers exemple, de in Europe, we have vêtements. customers Donc, in on the a déjà UK des clients en and Europe, in the au US as well, Royaume-Uni who et aux use our machines, États-Unis. and then Ils workers utilisent scan nos items one équipements by et one, donc il y a des and personnes qui then scannent can shred les through few produits tons per un day à per worker. un So et ils arrivent the à faire machine can passer be quelques actually tonnes par for sorting. jour. And Donc, la machine unlike peut être utilisée automatic pour le machines, tri you et can contrairement à also des sort machines for reuse. automatiques, So, vous pouvez the aussi worker can quite easily tell faire un if it tri looks good. So it's pour always better to une reuse instead of recycling. réutilisation. Et And it can l'opérateur also peut handle décider que materials where un non produit peut uniform, so the partir inside is pour different from une the outside, which is the case réutilisation. in, say, of Donc, jeans or hoodies. vous pouvez aussi avoir les échantillons posés à l'endroit ou à Now, l'envers. to make this Ça in n'a the first aucune place, importance. Alors, as Brendan has mentioned, you need a library, comme you need a database of on all le these dit, pour faire spectra. cela, vous avez besoin d'une And base de the données, quantity une of these bibliothèque spectra needs to be pour quite le large, spectre. because Et there are lots il of faut things which contribute to how the beaucoup de spectrum spectres looks parce like, qu'il y a pattern, use, beaucoup de choses qui obviously the contribuent composition, à color, produire everything un affects the spectre. spectrum a bit. La couleur, So la composition, the tout library needs affecte to be le spectre. comprehensive Donc, la and bibliothèque needs to doit be spot on. être So if there are très incorrect samples complète. in the library, the machine Donc, is obviously going to par say incorrect things. exemple,
s'il y a des erreurs dans votre bibliothèque, ça va produire des résultats erronés. Voilà un exemple, en fait, un des vêtements qui a été scanné. Alors, la machine vous dit 85% polyester, 15% coton, mais l'étiquette vous dit 100% coton. Alors, bon, nous avons des tas d'exemples comme cela. Donc, on sait que les étiquettes ne sont pas fiables. Et quand on regarde les spectres eux-mêmes, alors, en regardant le spectre, sans utiliser d'algorithme, on voit ce qui est 100% coton, 100% polyester. Mais quand il y a des mélanges, surtout quand vous avez un petit peu de quelque chose, ça devient très, très difficile de faire l'identification. Donc, nos algorithmes doivent être très sophistiqués pour gérer ces cas où il y a un petit peu d'une autre matière. Et il est important de savoir s'il y a 5% de ceci ou 10% de cela. Donc, la seule solution, donc il faut créer la bibliothèque, avoir ces machines et utiliser des échantillons qui ont été analysés en laboratoire. Ceci permet d'avoir un haut niveau de précision. Donc, à ce stade, je voudrais vous remercier de votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez peut-être m'écrire par mail. Thank you, Martin. Bye-bye. Super. Est-ce qu'on a... On accueille direct. Bon, on va accueillir tout de Ouais. suite. Et on fera les questions après. Oui, pour le projet clé 3, donc Romain Jeannot. Salut Romain. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu as besoin de la zapette? Je veux bien. Allez. Donc le programme qu'on vous présente aujourd'hui vise de façon générale à améliorer la connaissance de la composition des flux de TLC, donc textile, linge et chaussures, qui entrent et qui sortent des centres de tri sous convention avec Refashion. Donc il y a une première étude de ce type qui a déjà été menée en 2013 par anciennement EcoTLC. Le principe cette année, c'est de 1, actualiser les résultats de l'étude, 2, d'approfondir la finesse des résultats. Alors comment? On va voir en fait avec les objectifs sur les deux parties, flux entrants et flux sortants. Donc les objectifs sur l'analyse des flux entrants, le premier c'est d'actualiser donc la connaissance de la composition des flux collectés sur le territoire français selon les 111 sous-catégories du barème amont de Refashion. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà été mené en 2013, même si le barème amont a amené à évoluer depuis 2013. Et il y a un deuxième objectif clé qui a été mis en place cette année, c'est d'apprécier finalement la différence de composition, toujours selon ce barème amont, mais différence de composition selon les différents profils d'origine de collecte des TLC français collectés sur le territoire français. Et les différents profils d'origine sont le conteneur sur voie publique, sur voie privée, le conteneur en déchetterie ou encore la reprise retail, donc tout ce qui est reprise au sein des distributeurs de produits neufs, ou encore la collecte auprès d'associations. En chiffres, c'est 140 tonnes qui seront amenées à être analysées. 140 tonnes, ça représente quoi? Ça représente environ 600 000 articles qui seront analysés pièce par pièce. Ces 140 tonnes, elles seront en provenance de 7 centres de tri partenaires en cours de recrutement. Sur la partie analyse des flux sortants, 2 objectifs à mettre en avant. Le premier, c'est d'apprécier les différences de composition des TLC, donc toujours différences de composition selon le barème amont de Refashion, en fonction de la destination finale des flux en sortie de centre de tri. C'est-à-dire la différence de composition selon que le TLC est dirigé vers la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique ou encore l'élimination. Deuxième objectif important et qui fait le lien avec les présentations de Brendan et de Martine juste avant, c'est de connaître la composition matière des flux hors réutilisation, donc pour alimenter finalement les travaux de Refashion et de ses parties prenantes sur le développement du recyclage matière. En chiffres, c'est 14 tonnes analysées, donc c'est 10% finalement de ce qu'on va faire sur l'entrant, mais c'est 20% quand même des flux hors réutilisation qui seront analysés dans le cadre de ce programme. Le slide suivant, je ne le présente pas en détail, c'est juste pour vous présenter les principales étapes et grands principes associés au process.
La première étape étant la collecte, avec un principe clé qui sera un peu le maître mot tout au long de l'étude, c'est la séparation physique et le maintien de la traçabilité par origine de collecte de l'ensemble des TLC collectés et dirigés vers le programme. Dans les partenaires du programme, on va s'appuyer sur les centres de tri pour pré-trier les flux en fonction de leurs consignes de tri qui leur sont propres. Et une fois que les TLC seront pré-triés, seront dirigés vers des centres d'analyse pour l'analyse des flux entrants, les centres d'analyse étant formés à l'analyse de composition du barème amont de Refashion qui, pour rappel, comme j'ai dit juste avant, représente 111 sous-catégories. Dernière étape, l'analyse des flux sortants, et je passe à ce dernier slide. Le prélèvement sera effectué en fait sur les flux en sortie d'analyse des flux entrants et sera réalisé uniquement sur les flux hors réutilisation, hors chaussures et hors non-TLC. L'identification de la composition matière, elle sera faite grâce au Fabritel de Matoa présenté juste avant par Martine, et on aura la chance de pouvoir s'appuyer justement sur l'enrichissement de la bibliothèque matière que Brennan a présenté juste avant. Parmi les autres informations qui seront relevées au cours de l'analyse des flux sortants, au-delà de l'origine de collecte ou la destination sortie du pré-tri, c'est le poids, la présence ou non de perturbateurs au recyclage ou points durs, et enfin la dominante couleur à travers un champ de 11 couleurs différentes. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a plusieurs questions. On a des questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour démarrer sur à la fois la bibliothèque de matière présentée par Brendan, donc vous n'avez là que 2 des 400 pages qui constituent cette donc belle valise, et puis également l'étude qui sera menée par Romain sur la caractérisation des flux. Si pas de questions dans la salle, j'ai des questions dans le chat. Alors, première question dans le chat, est-ce que nous pouvons détecter également des matières ou des tissus bio sans produits chimiques? Question piège. Question piège. A priori, c'est sur je ne sais pas si on m'entend. Oui, je pense que son micro... Si on est sur de l'infrarouge, on va reconnaître la matière. Donc, si on a du coton, du polyester, a priori, entre un coton et un coton bio, il y a peu de différence. On ne va pas reconnaître le pesticide avec l'infrarouge. Ok. Alors, j'ai une question également dans le chat concernant... alors, c'est peut-être une question pour Martine, mais sinon, je te la pose, Brendan. Quel est le niveau de précision des mélanges? Par exemple, sur le coton polyester, est-ce qu'on a un niveau de précision inférieur ou supérieur à 3%, puisque c'est la législation qui autorise cette zone, on va dire, floue de 3%? Je pense que je peux répondre pour Martine. Je crois qu'il parlait d'une précision plutôt de 5 à 10%. Et c'est très compliqué d'aller en dessous. On l'a vu dans sa présentation, il a mis à un moment le 100% coton et le 95% coton, 5% polyester. Et à l'œil nu, on ne voit quasiment pas la différence. Donc quand on parle de pourcentage, c'est très très faible. Donc je pense que ça va être compliqué d'aller sur les 3%, plutôt 5 à 10%. Ok, très bien. Une autre question pour Martine que du coup je te passe. Combien de différents textiles sont nécessaires pour enregistrer dans l'algorithme de la machine par matière? Alors ça c'est le secret de fabrication de Matoa. Donc je ne sais pas. Après, voilà, nous on s'est basé sur une vingtaine d'échantillons différents par catégorie. C'est à peu près l'ordre de grandeur, je pense. Très bien. Merci. Et j'ai une question pour toi, Romain. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le calendrier de cette étude? Sur combien de mois cette étude va-t-elle se réaliser? Alors, c'est une étude dont la fin est prévue à la fin de l'année 2022. Donc, on part sur 15 mois d'études. Et pourquoi, sinon? Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont 650 000 pièces analysées une à une, à prendre une à une. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps homme finalement, d'où les 15 mois d'études. D'accord. Et peut-être aussi que tu peux préciser qu'on va prélever des échantillons à la fois printemps, été, automne, hiver. Oui, effectivement. Alors ça fait partie du cadre méthodo. On n'est pas rentré dedans dans les slides, mais l'objectif, c'est d'avoir une représentativité, que ce soit en zone géographique de collecte, en saisonnalité de la collecte. Et vu qu'on s'appuie sur les centres de tri pour effectuer le pré-tri, on essaye aussi d'aller rechercher des centres de tri qui ont des consignes de tri aussi différentes pour voir l'impact finalement dans la composition par sous-catégorie au sein de chaque destination finale des flux. Ok, merci beaucoup. Une question concernant la couleur. Est-ce que la couleur apparaît dans le spectre infrarouge?
Alors, la couleur peut modifier le spectre. D'accord. Et là, pour avoir fait beaucoup de tests avec le spectromètre, on se rend compte que certains pigments noirs ou gris absorbent complètement l'infrarouge, donc on est incapable de reconnaître la couleur. Et la couleur peut avoir une influence. Donc c'est pour ça aussi que dans la bibliothèque, là, vous voyez, vous avez une vingtaine d'échantillons. On a fait en sorte d'avoir du blanc, du noir et différentes couleurs pour avoir cette variété de couleurs. Ok, merci beaucoup. Et combien est-ce que la bibliothèque, on va dire, va contenir de matières différentes? Aujourd'hui, on en a précisé qu'on était plutôt sur 25. Est-ce qu'on s'est fixé un objectif de nombre maximum de matières? Je ne crois pas. Hein? Non, ça c'est le futur le dira. Voilà, okay. C'est la suite, ça. La suite. Donc s'il y a des nouvelles matières qui apparaissent, elles seront dans la bibliothèque. Je crois que c'est tout au niveau des questions dans le replay. Ah, il y a une question dans la salle, plein de questions dans la salle, pardon. Étienne, à toi la parole. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix du Fabritel à la louche peut-être, mais on peut avoir une petite idée? C'est quelques milliers de livres. Ouais. C'est vague. Entre 2 et 3, je crois, c'est ça? Oui, on est à cette ordre de grandeur. C'est pas cher pour ce type de technologie. À thème. Juste une autre question concernant l'éco-contribution, les futures éco-contributions et celles que vous faites aujourd'hui. Il y a une part qui est liée au recyclé qui est intégrée à l'intérieur des matières. Est-ce que technologiquement demain, on pourra identifier un coton recyclé d'un coton qui ne l'est pas selon votre connaissance? Parce qu'en fait, l'éco-contribution, il y a une éco-modulation dessus et ça va venir impacter. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je reprends votre veste. Vous avez une veste, il y a 2 matériaux à l'intérieur, certainement. Est-ce que le spectro de Matoa va permettre d'identifier les 2 types de produits pour la séparation et le tri et la préparation matière? Je pense que je peux répondre aux 2 questions. Sur la première, en fait, c'est la même question que sur bio ou pas bio. Coton recyclé ou pas recyclé, c'est du coton. Sauf s'il est pollué, mais sinon c'est censé être du coton, donc on ne pourra pas le distinguer avec un spectromètre. C'est impossible, vu que c'est la même matière. Sur la deuxième question, donc, il faut savoir que l'infrarouge, c'est une technologie de surface, donc ça ne détecte que la surface. Donc si je scanne de ce côté-là, je vais avoir sûrement du polyester et à l'intérieur, peut-être de la viscose ou de l'acétate. Donc il va falloir scanner les 2 côtés, et c'est d'ailleurs ce qu'on a prévu dans le programme de caractérisation matière. C'est ce qu'on appelle le multicouche, où on va scanner les 2 côtés. Et une dernière question peut-être dans la salle. 2 questions. Bonjour, désolé. Je voulais savoir, est-ce que cette solution est applicable d'un point de vue industriel? C'est-à-dire, mettons que j'ai un tapis qui trie le linge. Est-ce que, via cette petite machine, je suis obligé de prendre mon linge article par article pour le scanner, ce qui va me prendre beaucoup de temps? Ou est-ce que l'entreprise propose une façon industrielle d'avoir la machine en plus grosse sur un tapis qui pourrait trier et scanner plusieurs articles en même temps? Voilà ma question. Désolé. Alors ça, c'est plus une question du coup adressée à Martine, mais pour aujourd'hui, son appareil est dédié à faire du tri manuel. Après, je sais qu'il fournit aussi le capteur qui peut être intégré du coup avec un assembleur dans une autre machine. Après, voilà, on vous a présenté Matoa aujourd'hui. Il y a d'autres fabricants de spectromètres et d'infrarouge sur le marché. Et il y en a qui proposent des machines de tri automatisées. Donc le principe est le même sur l'identification. Après, c'est qu'est-ce qu'on met autour pour faire du tri matière, qu'est-ce qu'on automatise autour. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Oui, allez. Dernière question dans la salle. Merci. Oui, c'était juste pour une petite intervention par rapport à la bibliothèque. Les gros centres de tri européens sont également en train de travailler sur leur propre bibliothèque. Ma question est simple, c'est est-ce qu'il y a des interactions qui sont prévues entre la bibliothèque que vous êtes en train de créer et le travail qui est en train de mettre en place les centres de tri européens? Peut-être pour la réponse, ouais. Quand tu parles de bibliothèque européenne, est-ce que tu fais référence à l'étude Fashion for Good? Ok. Oui, ok. Donc, dans l'étude de Fashion for Good, donc le Sorting for Circularity Project, on est partenaire de cette étude et ils vont utiliser la bibliothèque qui est actuellement chez Matoa.
Voilà, donc là-dessus, il y a une totale synergie. Ce sera la même chose. Voilà. OK. Voilà. Bon, bah, super. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va remercier vraiment infiniment Brendan et Romain. On y va. J'étais en train de regarder qu'il y avait une autre question qui arrivait. Tant pis. Merci beaucoup. Super. Et donc maintenant, on accueille. Là, on va accueillir Tony Gallon. Et Benoît, les deux d'un coup. Oui. Allez. Salut Tony. Merci. Salut Benoît. Entrez, installez-vous. Donc, Tony Gallon et Benoît Jeannot. Je vais juste faire une petite intro, juste pour vous présenter un petit peu pourquoi on va parler des groupes de travail innovation recyclage aujourd'hui. Donc c'est suite à une étude interne qui date un petit peu maintenant, en juin 2019. Donc on voulait regarder un petit peu dans quelles industries il y a du potentiel pour intégrer des volumes importants de textiles non réutilisables. Tout le monde parle du recyclage textile à textile, mais comme l'a dit Véronique tout à l'heure, nous on est intéressés pour voir interindustries et quelles industries seraient à même d'absorber des gros volumes de textiles recyclés. Donc, on a identifié plusieurs segments qu'elle a mentionnés d'ailleurs tout à l'heure, les non-tissés, la plasturgie, les composites. Et donc, l'an dernier, on a lancé deux segments prioritaires, donc les non-tissés pour le secteur de l'automobile et des transports et le secteur des composites pour les sports et loisirs. Donc, comment ça fonctionne au niveau de ces groupes de travail? Donc, l'objectif premier pour les groupes de travail, c'était vraiment prendre le lead sur le montage de solutions de valorisation industrielle, et je dis bien industrielle, donc pour aboutir à la production et commercialisation de produits innovants qui sont donc basés sur des textiles recyclés. Et à chaque fois en suivant donc la même méthodologie, donc en réunissant des groupes avec des personnes de plusieurs casquettes et en s'appuyant sur un pilote référent par segment. Donc voilà les deux pilotes des deux groupes de travail. Et on va commencer tout de suite avec Tony pour le groupe de travail sur les non-tissés. Tony, je te laisse. Donc, Tony Gallon, société ICRM. ICRM veut dire Impulse Circular Raw Materials. Depuis décembre 2018, après une longue carrière au sein d'un constructeur automobile, j'ai pris la décision de mettre à profit mes connaissances, mon expertise, mes différents développements vis-à-vis d'entreprises industrielles diverses sur le sujet. Donc, concernant ce développement, eh bien, concevoir, développer et mettre sur le marché ce produit isolant performant. Alors, la notion de performance, elle est liée à un produit technique. Et dans la technicité demandée se trouve un élément qui est quand même très important, c'est la partie acoustique pour la demande automobile, mais également pour aller au-delà de l'industrie automobile, pour le monde ferroviaire, le monde de véhicules tramways dans les centres-villes, etc. Le but était de définir le procédé, le schéma industriel et le business model. Les étapes clés, donc bien sûr, démarrage en décembre 2019. Aujourd'hui, donc, nous avons validé le lot 1, le lot 2. Nous sommes aujourd'hui sur le lot 3 où justement nous sommes en train d'évaluer, en train de tester, en train de coordonner certains points sur le schéma industriel. Quand on dit schéma industriel, c'est cette fameuse chaîne des acteurs que je vais rentrer dans les détails à tout à l'heure, justement sur le mode de fonctionnement, sur les attendus techniques sur le sujet, etc. Je vais rentrer dans les détails puisque l'automobile transporte et emporte un certain nombre d'isolants thermiques acoustiques.
Aujourd'hui, avec tous les véhicules de nouvelle mobilité, nous avons des motorisations très différentes des motorisations thermiques, donc, et exigent à basse fréquence des comportements acoustiques qu'il faut revoir complètement. Et surtout, c'est que nous avons intégré dans la démarche le besoin du client et on a complètement inversé l'état d'esprit pour pouvoir se préoccuper de la filière aval avant tout, pour à terme de pouvoir remonter sur cette chaîne d'acteurs pour introduire les différentes exigences. Donc, quand on dit les orientations du client final, c'est de savoir orientation allègement, recyclé, recyclable, mais également l'élément que malheureusement on doit tenir compte et qui est absolument le nerf de notre schéma, c'est la compétitivité. Il a fallu se positionner sur le sujet pour être compétitif sur ce marché, puisqu'aujourd'hui on a une concurrence qui est très importante et il a fallu développer un produit premium qui permet de répondre aux exigences des constructeurs automobiles pour être classé parmi les produits isolants classe A. Donc, je vous ai parlé du process industriel. Le process industriel, vous avez des flèches dans le bas qui vous précisent justement un sens, on va dire, unique. Le seul problème, c'est que j'ai proposé d'inverser l'état d'esprit pour pouvoir s'occuper au préalable de la filière aval, comprendre le besoin du client, mais c'est surtout analyser dans le détail ce que l'on souhaitait avoir sur le sujet. Et à ce niveau-là, on est rentré très finement dans les matières. Vous en avez quelques exemples sur la table, notamment les matières brutes au départ. Ces matières brutes, il a fallu les préparer. Quand on dit préparer, c'est de pouvoir le rendre sous forme de fibres. Ces fibres, ce n'était pas faire de la poussière, mais c'était d'avoir des longueurs de fibres qui pouvaient nous garantir justement cette capacité technique à résister aux attendus du besoin du client final sur le sujet. Mais en allant aussi sur la conséquence, c'est-à-dire que derrière, je ne pouvais pas et nous ne pouvions pas introduire certaines matières qui ne pouvaient pas se recycler. Gardez en tête orientation, allègement, recyclé, recyclable. Donc il a fallu bien sûr coordonner les choses avec, et merci pour le Centre européen des textiles innovants d'avoir énormément coopéré sur le sujet, puisqu'on a mis au point un certain nombre de prototypes sur le sujet, et qu'à partir de ce moment-là, nous les avons testés pour voir comment on pouvait se positionner sur le sujet. Bien sûr qu'on a retravaillé les filochages parce qu'il fallait absolument garder cette longueur de fibre, et nous avons bien sûr remonter d'un cran pour aller vers les opérateurs, pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait délisser, quel était le rendement exigé, qu'est-ce qu'il fallait garder, qu'est-ce qu'il ne fallait pas garder, etc., etc. Donc, pour les caractéristiques, j'utilise souvent un terme qui va faire grincer les oreilles de Maud, parce que c'est le PEVAL, le fameux PEVAL des constructeurs, de tous les constructeurs européens, voire mondiaux. C'est le plan de validation. C'est quelque chose qui est absolument structuré, et il y a une douzaine de tests à élaborer où on doit montrer systématiquement la conformité. Donc, ce n'est pas uniquement le comportement mécanique, mais c'est par exemple la résistance à la culture bactérienne. C'est des choses qu'on n'avait pas du tout pensées. Il a fallu travailler sur le sujet. Donc, performance acoustique, légèreté, le contenu recyclé et recyclable, la tenue et la chaleur, parce que bien sûr, parmi toutes ces matières, vous avez des matières polyester, vous avez des matières coton, vous avez des matières laine, vous avez des matières polyester recyclées, vous avez du polyamide, vous avez des fibres thermoliantes. Donc on a aujourd'hui une production de 10 échantillons, 10 lots, et on en a sélectionné 2 qu'on a fait mesurer. Et aujourd'hui, on se trouve être, vous avez sur le graphe que vous avez sur la gauche, vous avez un positionnement de 2 de ces matières que vous avez devant les yeux. Ces 2 matières qui sont représentées sous forme d'échantillons, mais demain, elles peuvent se retrouver au sein du véhicule. Eh bien, ces matières, elles sont classées parmi les plus hautes sur le marché, sur le sujet.
Donc ça veut dire que ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est on parle de recyclage, on parle d'éco-conception. Il faut absolument faire en sorte que si on veut se positionner de façon pérenne vis-à-vis des clients finaux, il va falloir respecter absolument un certain nombre de choses pour garantir cette qualité vis-à-vis de ce client final. Sinon, il y aura un certain nombre de problèmes sur le sujet. Et enfin, en fin de compte, ces échantillons de feutres, parce qu'on en a une dizaine, on en a sélectionné 3, on en a retenu 2, etc., on sait dire aujourd'hui qu'on sait aller au minima à 70% de matières recyclées, de textiles recyclés. Donc ça veut dire que demain, si le produit est compétitif, on pourra satisfaire un certain nombre de producteurs français, voire internationaux, justement sur le sujet. Les prochaines étapes, il nous reste peu de temps, au moins sur 2021. Donc aujourd'hui, on a élaboré ce que j'ai appelé des passeports matières. Ces passeports matières, c'est ce qu'il faut absolument respecter si l'ensemble de cette chaîne d'acteurs rentre dans un processus établi. Donc il y aura des fiches matières, il va y avoir de la formation pour savoir exactement chacun d'entre eux qui vont se positionner sur le sujet. 2, c'est il faut qu'on finalise, parce que ça a été rédigé, ce n'est pas finalisé. On va envoyer une consultation vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs, et ce cahier des charges, il faut qu'on le finalise et l'envoie à certains intégrateurs pour gagner en compétitivité, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire le tour de France, voire le tour de l'Europe avec nos matières, ce ne sera pas possible au niveau logistique, parce que l'impact sera énorme. Et bien sûr, c'est évaluer ces acteurs industriels. Donc il y aura, bien sûr, vous avez compris, des collecteurs, préparateurs démantèlement, mais il y aura des préparateurs, étape essentielle et fondamentale, et des transformateurs et des découpes pour pouvoir livrer un produit fini à la personne qui va monter l'élément sur la voiture. Et bien sûr, faire en sorte que ce business model, ce chemin économique, eh bien, soit rentable pour tout le monde, pour, on va dire, localiser cette filière en France. Je crois que j'en ai terminé. Super, merci Tony. Ils sont là? Parfait. Il y a des questions peut-être? On les fera après. D'accord. Bonjour, je suis Benoît Jeannot. Je travaille chez Nimrod. Je suis en charge de la partie industrielle et commerciale. Et au niveau de ma présence ici, c'est le fil recyclé et les composites étant ma pure partie. Le fil un petit peu moins, ce qui a permis d'associer les compétences et de s'orienter vers un sujet qui est la réutilisation de textiles ménagers à base de coton. Donc pour moi, le coton, c'est d'un côté la plante, avec cette boule dont il faut faire un fil, et de l'autre côté, plus traditionnellement, c'est le bon vieux jean qu'on utilise et qu'on trouve tous très solide. Donc de ça, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur les composites. Et les composites, on est beaucoup plus utilisateur de fibres. Alors au départ, je disais fibres longues, en fait, c'est plus fibres continues, pour être en accord dans les langages. Et donc d'avoir des fibres véritablement continues pour reprendre les valeurs mécaniques. Dans un composite, vous avez la fibre et la résine. La fibre donne les valeurs mécaniques et la résine donne la forme. Donc de ça, on a choisi de faire quelque chose avec, à l'époque, EcoTLC et maintenant Refashion. On s'est dit très bien, donc le fil, on va voir comment on peut le trouver. Vers quel process peut-on se diriger? Donc les 4 process que l'on cite là. Donc ça, je pense que notre ami à la caméra va pouvoir le zoomer. C'est la pultrusion, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de faire passer des fibres préalablement imprégnées de résine dans une filière, on tire dessus et ça donne la forme. Donc là, on est parti sur un profil hexagonal qui permet d'avoir des joncs de la sorte, ce qui, dans certains cas, on le verra un peu plus tard, soit pour le sport et loisirs, soit dans du bâtiment, soit dans d'autres applications, pour donner du renfort à plein de choses.
Donc là, c'est un profil hexagonal parce que ça nous arrangeait de le faire. On peut faire plein de profils, des profils pleins comme celui-ci ou des profils creux. Et dans ces cas-là, on gère les deux états de surface. Ensuite, l'enroulement filamentaire. L'enroulement filamentaire, c'est toujours du profil, du réservoir, de la cuve. Donc tout simplement, on vient embobiner de la fibre, toujours imprégnée de résine, sur une forme. Donc ça, pour ceux qui font un peu de planche à voile, ça peut vous rappeler un mât de planche à voile. Ceci étant, c'est fait à partir du fil dont on va parler tout à l'heure. Donc ça permet d'avoir... On joue sur les orientations pour avoir différentes valeurs mécaniques. Pré-imprégné et infusion, c'est un schéma plus conventionnel où on utilise des tissus. Donc pré-imprégné, on les pré-enduit, et infusion, on se sert du vide pour les imprégner de résine. Donc c'est deux process un petit peu spécifiques qui viennent une fois qu'on a le fil. Pour faire ce travail, vous pensez bien que tout seul ou même avec mon équipe de 25 personnes, on ne va jamais y arriver, parce qu'on est trop ciblé dans les composites. Donc on a fonctionné par groupe de travail. Alors par groupe de travail sur le schéma, donc là vous voyez le nom des principales sociétés avec qui nous avons travaillé. Faire un groupe de travail quand on part de fil pour aller ensuite vers du tissu, vers de l'enroulement, vers de la pultrusion, on voit très vite que le groupe de travail va se séparer et rebondir vers d'autres groupes de travail. Donc au départ, effectivement, un groupe de travail avec des industriels de la machine pour défaire le jean et en faire un fil, des personnes qui connaissent des sociétés qui ont les compétences pour ensuite, à partir de ces fibres, en faire des fils, des gens dans le traitement de surface et ainsi de suite. Et ce schéma est arrivé à quelque chose où il nous aurait fallu beaucoup plus de temps et d'argent pour développer quelque chose à partir du jean direct. Et en échangeant, on s'est rendu compte que différents fils existaient sur le marché. Alors pas 100% coton, des fils supportés avec un peu de polyester, des choses comme ça. Et le schéma était de se dire, finalement, pour démarrer, ça va être une très bonne base, et on va avoir un fil. Donc ce fil, c'est la partie ici. Donc c'est un fil qui est 50% coton, 50% polyester, qui est relativement fin, donc trop fin, et comme c'est une base coton, c'est de la fibre discontinue et courte, donc il n'y a pas trop de valeur mécanique dans le sens long, chose qu'on recherche beaucoup dans les composites. Donc on l'a associé pour avoir un fil plus épais, celui-ci. Donc à coup de nombre de filaments et de rotors et autres astuces connues dans le monde du textile, on est arrivé à faire un fil qui se tienne. De ce fil, donc ça c'est un peu le marché classique des fibres, qui sont fibres de verre et fibres de carbone, dont vous avez entendu parler déjà, je l'imagine. Donc fibres de verre et carbone, c'est composé, on parle de fibres, et c'est une association de filaments très fins. La fibre de carbone, par exemple, ça va de 1000, la fibre que vous voyez en bas, ça va de 1000 à 50 000 filaments, selon les grades. Les grades industriels sont autour de 6 à 12, pour faire simple. Donc c'est un écheveau de filaments très fins que l'on associe pour faire une fibre. Et cette fibre est utilisée soit pour la pultrusion ou l'enroulement filamentaire dont on a parlé tout à l'heure, ou de l'autre côté, pour faire des tissus. Tissus de façon traditionnelle, des sergés, des satins, pour ensuite utiliser en pré-imprégné ou en infusion. Avec notre fil ici, donc celui-ci, je vais pas si on l'éclate, on devrait pouvoir un petit peu, on arrive à faire quelque chose, voilà, ce n'est pas aussi bien fait que sur les photos, mais et il y a beaucoup moins de filaments, ça aussi c'est la volonté, parce qu'on a un fil au départ qui est beaucoup plus gros. Donc on arrive à faire quelque chose, d'avoir un fil qui se tienne et qui a quelques valeurs mécaniques. Donc justement, au niveau des valeurs mécaniques, avant de faire les essais sur les mises en œuvre, on a réalisé une plaque, donc de façon assez basique, une plaque en imprégnation. Donc ça, c'est un morceau de tissu imprégné en 3 couches pour avoir cette plaque. Et à partir de ça, en extrayant des
des éprouvettes, on peut faire la caractérisation mécanique. Donc principalement traction, c'est ce qui nous intéresse. Un peu de densité pour voir où on est dans les tours de résine. Tenue au choc, parce qu'effectivement, le choc dans les composites, c'est quelque chose qui nous intéresse. On a des fibres qui sont bonnes, d'autres très mauvaises, donc voir si celle-ci joue quelque chose de sympathique ou pas. Et de l'aptitude à l'usinage, qu'est-ce que c'est? Alors c'est parce qu'une pièce composite est rarement brute de démoulage. Il faut la découper en périphérie, il faut y faire des trous pour la fixer avec des inserts métalliques ou des choses comme ça. Donc il y a toujours de la finition et un peu d'usinage à apporter. Et le repère aussi de l'usinage, c'est le carbone. Le carbone qui, quand on l'usine, fait plein de fines particules. Et avec tout ce qui est moteur électrique, est une véritable catastrophe. Donc on voulait voir, même si le coton, on sent naturellement que c'est un petit peu isolant, on voulait quand même vérifier ces points. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de l'usinage. Donc une fois qu'on a le fil et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des valeurs mécaniques intéressantes, on a pu faire les essais dont je vous ai montré tout à l'heure quelques. On peut les remettre là, comme ça, pour faire quelques pièces. Alors les pièces, donc on est parti sur ces procédés parce que l'intérêt, c'est que c'est des procédés où il y a où l'activité finale n'a pas forcément besoin, je dis bien pas forcément, besoin de hautes valeurs mécaniques versus le carbone, qui est aujourd'hui une fibre largement utilisée. Donc la pultrusion et l'enroulement filamentaire sont deux techniques qui sont relativement simples à mettre en œuvre et qui donnent des résultats qui sont présentables. Faire une coque de bateau, vous l'imaginez bien, l'amener ici, vous la présenter, ça aurait été un peu plus délicat. Ceci étant, il y aura des solutions et j'espère des développements sur le sujet. Et l'imprégnation manuelle, donc pour faire l'imprégnation, on est toujours parti du même fil qu'on a fait tisser via les métiers à tisser et les labos de Lancet, l'école dans le Nord. Là aussi, il y a eu un petit décalage dans les connaissances entre le composite et l'école de textile. Ils nous ont réalisé ce que j'appellerais une belle étoffe, mais pas du tout un tissu pour le composite. Et ça, on le pressentait, mais pas à ce point-là. Ceci étant, ça a permis de faire des essais, de se rendre compte que ça se tisse, le fil ne casse pas, ne s'use pas à travers les cantres et les autres métiers à tisser. On est un petit peu lourd, donc c'est intéressant parce que du coup, on se dit que si on est trop lourd, donc on est trop cher, on n'est pas facile à imprégner, donc ça tombe bien. On va alléger le tissu, donc il sera moins lourd. On vise à peu près. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600 grammes au mètre carré, donc il faudrait qu'on descende de moitié. Donc mettre moins de fil, le tisser de façon moins dense, moins serrée, donc d'aérer. Donc ça va dans le bon sens. Et là-dessus, on devrait refaire des essais pour valoriser le schéma. Ceci étant, avec ce qu'on a fait, avec déjà ces 3-4 applications, ça permet d'avoir non seulement des démonstrateurs, d'avoir des valeurs mécaniques, d'avoir déjà de la faisabilité, d'avoir des temps de mise en œuvre, et de pouvoir, aussi bien avec le faiseur du fil que le marché, avoir déjà des idées de savoir où est-ce qu'on peut placer quelque chose. Parce que développer une fibre et se dire, voilà, on a recyclé un vieux jean, on en a fait un fil, c'est parfait. Si c'est pour faire un classeur qu'on stocke dans une armoire, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas du tout. Enfin, ça se fait, mais moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand ces projets-là ont une finalité. Ça donne du sens et ça permet de drainer du monde derrière. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec le filateur, savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire ça en direct? A priori, je ne pense pas, parce que ce n'est pas du tout son métier. Pourquoi pas? Sinon, le schéma, c'est de lui proposer lui proposer de rentrer en contact avec des distributeurs nationaux ou européens, d'ailleurs c'est souvent les mêmes, pour qu'ils puissent, eux, arriver avec le fil. Le distributeur, avec son business, ses connaissances du marché et ses résines, parce qu'encore une fois, il faut associer les résines, et qu'ils puissent faire un petit tour de France, d'Europe, pour proposer les produits. Comme marché ciblé, c'est vrai qu'on est parti sur le sport et loisir, parce que c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans l'air du temps sur les 30-40 dernières années,
qui est plus facile à développer et qui se développe aussi. Il y a plein d'activités qui se développent. Donc là, pour ne citer que ce qui est les sports d'eau et puis le côté vélo et armature de tente. Il y a plein de joncs, notamment en carbone. Enfin, ce n'est pas des joncs, ce sont des tubes en carbone qui permettent de faire des armatures de tente et qui s'emboîtent pour pouvoir faire des tubes à façon. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et surtout, il y a 5-10 ans, parler de recyclage, c'était un vaste sujet de salon. Aujourd'hui, le recyclage et la réutilisation pour une activité cohérente, ça a du sens. Au niveau de la visibilité de tout ça, il y a 3 événements qui tombent bien dans l'agenda, qui sont le Composite Meeting en novembre. Donc c'est quelque chose purement composite, très ciblé en B2B. Donc avec Nimrod Composite, j'y serai présent et je pense que EcoTLC va se joindre, on va voir comment ça s'articule, ou le filateur, on verra s'il peut se dégager. Le Salon Nautique à Paris qui est en décembre, donc ça c'est bien parce qu'en une semaine, ça permet de faire un tour de France des utilisateurs potentiels, donc ça c'est plutôt bien. Et les JEC, qui est un salon purement français, c'est là où on va faire un peu sa promotion. C'est le seul salon des composites au niveau mondial. Et c'est un salon français, donc la grand-messe a lieu en mars-avril autour de Paris. Et là, ça touche aussi bien l'aéronautique que le sport et loisirs, en passant par tout ce qu'on peut imaginer autour du composite. Donc là, c'est sur 3 jours. Ça permet effectivement de faire un tour aussi bien des distributeurs que d'aller sonder et questionner tous les transformateurs, dont aussi Nimrod fait partie. Donc, voilà. Parfait, je vous remercie. Super. Merci Benoît. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Oui, on a encore pas mal de questions dans le chat. Est-ce qu'on commence par la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Jeanne, super. Est-ce qu'il y a un petit micro pour le premier rang? Merci. Oui, donc j'ai une question qui concerne les produits pour les applications de transport. Est-ce qu'il y a eu des éléments de progression sur tout ce qui est aspect non-feu et normes fumées? Notamment pour les transports de type... Alors aujourd'hui, pour tout ce qui est tenue chaleur, on s'est référé précisément à l'attente des constructeurs automobiles. C'est-à-dire une norme sur tenue chaleur, une norme sur l'inflammabilité. On a les résultats, on sait comment se comporte le produit au niveau tenue chaleur et les résultats sont excellents. En inflammabilité, il faut se souvenir d'une chose, c'est du polyester. Donc avec un bec benzène en brûlage X secondes, on est type E sur le sujet. Donc voilà. Maintenant, la réflexion, elle est lancée, c'est-à-dire qu'on est capable de pré-traiter le produit pour gagner en performance. Quand on dit sélectionner des produits, pas les produits qu'on connaissait il y a 10 à 15 ans, hein, c'est-à-dire des produits qui sont un peu plus garants de l'impact environnemental. Ça te... Ok, merci. Une autre question dans la salle, allez-y. Oui, bonjour. Donc en fait, on a vu que vous pouviez, monsieur bien près du micro. Oui, on a vu que vous pouviez donc récupérer des matériaux, donc tout type, c'est-à-dire une mix matière, des composants éventuellement plastiques. Mais comment vous faites dans ce gisement pour être sûr qu'il n'y a pas de métal? Donc des aiguilles, des aimants, des boutons pression, etc. Déjà, au préalable, la consultation qu'on va lancer va indiquer de façon très précise l'absence de matériaux métalliques. Donc déjà, et on va installer, et ça, le préparateur et le transformateur auront en tête de leur process, c'est une obligation, s'ils sont sélectionnés, d'avoir des détecteurs volants magnétiques, voire des processus un peu plus modernes, mais qui sont assez simples, un courant de Foucault qui permet d'arrêter toute particule métallique. Donc les installations existent, mais ça sera à charge, in fine, que l'opérateur de tri va devoir les exclure
Et l'autre chose, donc j'aurais souhaité éviter que le préparateur ait l'obligation de mettre en place un moyen, mais il le mettra systématiquement, puisque pour éviter, vous savez, les problèmes de démarrage d'incendie qui sont inhérents à cette présence de matériaux métalliques. Merci Tony. Une autre question dans la salle? Oui. Avez-vous une idée? C'est toi. Avez-vous une idée des tonnages qui pourraient, pour les deux, des tonnages qui pourraient être économiquement recyclés à partir de vos applications? Je démarre. Aujourd'hui, on a fait une simulation sur des projets véhicules inscrits chez nos constructeurs automobiles français, c'est-à-dire 2022-2026. Globalement, si nous arrivons à être compétitifs sur le sujet, c'est-à-dire quand on dit compétitif, c'est au mètre carré un produit qui est découpé, prêt à être monté sur le véhicule, hein, on est d'accord. Hein. Globalement, on aurait en net, prêt à monter, on aurait pas loin de 1000 tonnes, au minimum, une fourchette entre 1000 tonnes et 2000 tonnes par an. Sachant que, reprenez bien le véhicule, il y en a dans les panneaux de porte, il y en a dans le capot, il y en a dans le tablier, il y en a dans la planche de bord, il y en a dans le coffre, le feutre de coffre. Donc, tout dépend de la gamme du véhicule, mais les simulations ont été faites sur des gammes chez notre constructeur situé en Alsace, où globalement, aujourd'hui, vu les volumes de production à prévoir, on serait plus autour de 1800-2000 tonnes à fournir sur le sujet. Donc ça veut dire que derrière, on est en train de repenser tout le schéma industriel que je vous ai indiqué tout à l'heure pour faire en sorte qu'on se mette en ordre de marche pour ces éléments-là. Et ce n'est pas dans 3 ans, ça va être rapide. Donc les prochaines étapes, c'est de structurer la démarche pour faire en sorte de lancer les consultations, retenir les acteurs, les former, vérifier, auditer. Voilà. Je vais prendre une question dans le chat. Il n'a pas répondu. Ah, pardon. Monsieur veut que je réponde. Sur la partie composite, donc cette fibre donc, qui n'a toujours pas de nom, n'a pas encore sa place. Donc ça va être très délicat de vous dire il y a X tonnes ou mètres linéaires de fil à positionner. Là, pour l'instant, on finalise la présentation, on structure l'offre pour la présenter aux acteurs du marché qui vont être les utilisateurs, d'où les 3 événements qui arrivent là sur les 6 mois. Dans 6-8 mois, là, effectivement, on sera plus à même de pouvoir répondre à votre question et de dire, je crois qu'il y a un gros tas de jeans qui attendent d'être traités, pas que pour le composite, heureusement. Et ensuite, dans 6 mois, on pourra vous répondre. Merci. Je prends une question dans le chat. C'est une question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a des matières qui ne peuvent pas du tout être utilisées, soit dans les non-tissés, donc dans la problématique autotransport, soit dans les composites? Est-ce qu'il y a des matières qui ne vous intéressent pas du tout? Je te laisse. Oui, alors étant parti du jean, donc à base coton, on considère qu'on est sur le coton, donc c'est utilisable. Aujourd'hui, on n'a pas fait de traitement réel de surface type enzymage pour faciliter l'imprégnation de la résine. Pour l'instant, ça se passe bien. Ensuite, des matières qui sont proscrites dans les composites, il faut que ce soit des matières, donc des fibres, qui ne soient pas compatibles avec les résines. Donc, par exemple, une fibre qu'on appelle dans le textile 100% polyester ne sera pas compatible avec l'époxy, puisqu'il n'y a pas d'accroche entre les deux. Donc ça va se délaminer, ça va se défaire, il n'y aura plus de valeur mécanique. Merci. Alors, concernant le non-tissé, moi je dirais qu'il y a trois produits, on va dire deux substances et un procédé. Deux substances, c'est les matières ferreuses, comme on a dit, et l'autre matière qui n'aura aucune dérogation, c'est des matières polyuréthanes, puisque derrière, on s'est engagé à faire un produit recyclé, recyclable. Et le troisième élément que je vous citais, c'est la notion au départ, d'éléments propres et non souillés.
Pourquoi? Parce que les constructeurs automobiles nous ont obligés à faire respecter la population microbienne de ces matériaux dans les véhicules. Donc, ça veut dire que derrière, il faudra s'assurer que le produit est propre à l'entrée. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. S'il y a encore des questions, malheureusement, on les traitera après. Il y en a beaucoup encore. Ah si, il y a une question. Oui, je sais. Mais le timing est hyper serré. Je suis désolée. Ça fait 10 minutes que monsieur a le bras levé. Alors, c'est une question super courte et il faudra une réponse méga courte. Ah bah oui, je ne sais pas pour qui elle est. Oui, bonjour. C'est essentiellement pour monsieur Gallone, même si je ne veux pas être sectaire. Dans votre business model, compte tenu, on connaît la concurrence ou la compétitivité dans le secteur automobile, est-ce que vous avez considéré une valeur positive, négative ou nulle pour la matière première, donc les textiles réformés que vous allez utiliser? Alors aujourd'hui, rien n'est figé, mais a priori, il y aurait quelque chose. Merci Tony. Super réponse. Merci à tous les deux. On va passer à la séquence suivante. Toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter là, on les traitera a posteriori. Merci beaucoup. Je te ramène les... Merci. Non, ça va. Donc le dernier projet clé pour cet après-midi, donc je vais accueillir Julie Jouvencel. Salut Julie. J'applaudis avant moi. Ouais. Bonjour. Hello, c'est super. Bonjour. Oui. Tu veux une petite zapette? Comment? Tu veux être debout? Assise. Oh, petite zapette. Assise. Debout. Allez. Ça va. Je vais te mettre là alors du coup. Bonjour à tous. Merci Refashion pour cette invitation. Donc, c'est toi qui commences? Ouais. Bah, je vais faire ma petite intro et je te laisserai la parole, Julie. Donc, je voulais juste faire une petite intro au niveau du Challenge Innovation. Donc, cette année, on va donc lancer la 12e édition. On a fait 11 éditions jusqu'à présent. Donc, ça représente quand même un total de 55 projets soutenus et 5 millions d'euros engagés. Donc, c'est quand même un gros bilan. Et là, vous avez le détail du coup des 55 projets. Donc, on a 4 nouveaux projets qui ont démarré suite au Challenge Innovation 2020 et 15 qui sont toujours en cours. Donc, dans ceux qui ont été finalisés, vous pouvez voir ici, on a 15 projets donc, qui ont abouti à des pilotes industriels validés, presque autant qui ont aussi eu des très bons résultats, mais pas de développement industriel prévu encore aujourd'hui, et 7 projets où les résultats n'ont pas été probants. C'est vraiment, on est sur de la R&D. Et donc pour cette édition, le Challenge Inno 2021, donc l'an dernier, on avait déjà monté un petit peu les critères pour avoir des projets un peu plus matures, proches de la phase pré-industrielle. Et cette année, on a décidé de changer de format, justement pour les raisons que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment pour accueillir tout l'écosystème. Donc, on voulait à la fois monter des synergies entre acteurs de l'écosystème et aussi au niveau local. Donc, en impliquant cette fois non seulement les acteurs de l'écosystème classique, mais aussi les collectivités locales, et s'inspirer directement de ce qui se fait partout dans le monde. Donc, aller chercher les solutions au niveau international et voir ce qu'on peut implémenter en local. Donc, les objectifs de ce Challenge Innovation, donc c'est vraiment engager tout le monde. Je viens de parler des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs de la filière. Expérimenter des solutions durables, évidemment, et en local. Donc ça, ce sera directement avec les régions ou les collectivités locales. Et tout ça dans un plan de transformation pour avoir quelque chose vraiment de pérenne. Ce ne sera pas juste un projet qui s'arrête. On veut vraiment transformer la filière de façon durable. Et donc, on va faire ça avec Socience. Ouais, avec Julie. Donc. Alors, du coup, ça fonctionne, oui. Alors, bonjour à tous. Oui, alors, Socience, nous sommes une entreprise sociale qui existe depuis 2014 et nous sommes spécialisés sur de l'innovation ouverte, donc comment on travaille avec les autres, mais de façon multi-acteurs. Donc,
Donc depuis 2014, on crée des ponts finalement entre la science et la société, entre les enjeux de développement durable et puis les équipes R&D, qu'elles soient publiques ou privées. Donc aujourd'hui, on réunit, nous, des réseaux différents dans le monde entier, effectivement, qui sont des réseaux de recherche académique, des équipes R&D chez les industriels, et puis on va chercher également les acteurs de l'innovation sociale, donc des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs socio-scientifiques. Donc dans nos programmes, effectivement, on ne va pas chercher seulement des startups tech, mais tout type d'acteurs, et ça peut effectivement aller vers les collectivités, des associations, des ONG. En fait, tout type d'expertise est utile, et en fait, on apporte un peu toutes les méthodes d'intelligence collaborative à la R&D. Donc aujourd'hui, on est expert auprès de la Commission européenne depuis 2015. On a contribué à la constitution des outils RRI européens, c'est des Responsible Research and Innovation Tools. Et finalement, c'est vraiment des mix de ressources, donc de design thinking et autres, mais avec des critères d'impact, avec des considérations donc, de recherche et de développement. Donc on est vraiment sur de la R&D, sur de la recherche et innovation, et on va intégrer les objectifs de développement durable. Donc ce n'est pas de la RSE, on n'est pas tellement sur la réduction d'impact négatif, on est vraiment sur comment penser ensemble des solutions nouvelles qui sont alignées finalement avec les enjeux qu'on connaît, qui sont des enjeux climatiques, de raréfaction des ressources. Et puis aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, on a un vrai besoin de collaborer. Ça, c'est nous, ça depuis des années, avec les différents acteurs avec lesquels on travaille, il y a une véritable envie de travailler ensemble. On se rend compte que finalement, c'est le moment d'accélérer les choses. Toutes les entreprises, tous les acteurs prennent des engagements à 2030, 2050. Mais finalement, alors, au monde des consortiums, alors tout est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter, il faut tester des nouvelles choses. Et puis même quand on a des projets qui ne donnent rien, c'est déjà de l'information. Donc tester des choses et apprendre que ça ne fonctionne pas, c'est déjà un apprentissage. Donc comment on fait pour accélérer? Comment on fait pour lancer des projets? On le fait ensemble. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écosystèmes qui existent. Il y a plein de solutions, effectivement, dans le monde entier, notamment parfois dans les pays du Sud où ils développent plus des innovations frugales, par exemple. En fonction des régions ou des écosystèmes, ils ont des innovations auxquelles on n'a pas forcément accès. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à rassembler tous ces écosystèmes-là. Donc nous, aujourd'hui, on est les seuls acteurs à faire vraiment le pont entre l'innovation ouverte et puis l'impact. On se rend compte également aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin de la part des équipes R&D et des chercheurs de comprendre justement ce qu'est l'impact, comment on le mesure, comment on l'évalue. Alors on est quand même à des balbutiements. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mesures qui soient communes à tous les acteurs. Donc on avance aussi sur ces sujets-là. Mais finalement, déjà, c'est comment on pense la recherche et l'innovation, comment on pense la technologie, simplement pour qu'elle soit déjà orientée développement durable. Comment on fait ça? On le fait de façon collaborative, c'est-à-dire que de mettre ensemble autour de la table tous les acteurs de l'écosystème, ça permet d'anticiper des questions, de travailler sur l'acceptabilité des technologies parfois, et puis d'avoir un peu tous les points de vue. Ça permet finalement d'enrichir la réflexion et du coup d'avoir une créativité et une diversité qui nourrit finalement la recherche et le développement. Et ce dont on se rend compte également, le dernier besoin, c'est un besoin de facilitation. La plupart des acteurs aujourd'hui ont des difficultés d'abord à avoir des ressources en interne. Tout le monde est un peu noyé dans son opérationnel, donc souvent on manque de temps. Les équipes ne sont pas forcément formées non plus à cette collaboration multi-acteurs. Il faut bien avoir des méthodologies, des outils. Déjà, la coopération grand groupe start-up est difficile. Grand groupe recherche, l'innovation ouverte, elle existe depuis très longtemps. Mais en fait, la collaboration multi-acteurs, c'est comment on fait vraiment de la collaboration. Et ça, il faut aussi des méthodologies, des outils. Et du coup, c'est ce qu'on apporte, nous, aujourd'hui, avec une méthodologie qui a été reconnue par l'ONU là, au mois de juin comme bonne pratique en faveur des objectifs de développement durable. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de mettre à disposition de ReFashion. Donc pourquoi c'est une innovation qui est un peu différente de l'innovation classique? Quand je dis classique, c'est l'innovation qui est depuis une dizaine d'années très orientée transformation digitale. Donc on va faire du sourcing de start-up, du sourcing de solutions, ce qui est très bien. Mais finalement, dans un secteur, on a tous un peu le même mapping d'innovation. On a toujours un peu les mêmes dans son scope. Et tous nos concurrents ont à peu près les mêmes. Les limites de cette innovation, finalement, c'est qu'elle est assez bilatérale. C'est soit grand groupe start-up, soit grand groupe institut de recherche. Et puis finalement, elle est assez transactionnelle. Il n'y a pas vraiment de collaboration. Donc ça manque un petit peu d'intelligence collaborative, ça ne transforme pas les organisations et ça ne transforme pas non plus la manière de travailler. C'est-à-dire que les équipes R&D aujourd'hui, dans les industries ou dans les instituts de recherche, ont une culture aussi du secret, ce qui est normal, ce qui est lié un peu aussi à l'histoire de la R&D. Et on n'a pas l'habitude de travailler, d'échanger de façon un petit peu ouverte en se disant que finalement la collaboration versus la compétition
peut aussi apporter des nouvelles ressources, des nouvelles voies d'innovation. Il vaut mieux partager une galette qui bénéficie à l'ensemble de la planète plutôt que de travailler dans son coin pendant 3-4 ans, investir des millions et puis finalement se rendre compte que l'innovation qu'on a produite a des limites ou n'est pas forcément hyper pertinente d'un point de vue global. Donc c'est pour ça que l'innovation responsable, en ce sens où elle pense l'innovation dans un sens bien commun, en sens où elle est collaborative, pour nous aujourd'hui est vraiment la nouvelle étape à entreprendre et surtout qu'elle est orientée du coup problématiques sociétales et environnementales. Je vous donne un exemple, on a travaillé avec Perrier sur des problématiques de packaging positif. Perrier nous a dit, ça fait 3 ans qu'on essaie de travailler avec une start-up qui refuse de travailler avec nous parce que c'est une entreprise sociale, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux ou de chercheurs qui se disent « moi je ne travaille pas pour tel ou tel acteur ». Et finalement, parce que nous, on aligne les besoins de société aux besoins de l'industriel et que finalement, on se dit l'entreprise peut aligner son asset, son savoir-faire et sa technologie à une problématique sociétale environnementale, on va arriver à convaincre des acteurs de venir collaborer. Puisque l'objectif justement de ces programmes, c'est la collaboration. Donc les gens viennent parce qu'ils sont engagés par l'objectif, par le moyen de le faire, c'est-à-dire de travailler à plusieurs, et finalement, ces nouvelles façons de travailler attirent aussi un écosystème nouveau. Alors, quel dispositif pour le Challenge Innovation 2021 ? C'est ce qu'on appelle, notre programme s'appelle The Future of, donc c'est un programme sur 11 mois, qui consiste dans un premier temps à cadrer un peu la problématique. Donc c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Je ne sais pas si c'est toi qui va annoncer dans quelques slides le sujet. Mais voilà, en fait, tout notre programme finalement a été designé pour déjà permettre l'engagement, susciter l'engagement. Donc c'est la collaboration qui va venir. Oui, je suis toujours là. Donc les gens ne viennent pas parce qu'ils vont être effectivement, ils vont recevoir un prix ou parce que c'est un événement de communication. L'objectif de tous les acteurs, c'est de venir pour collaborer à un projet. Et le programme est également designé pour que ce soit orienté projet. Donc ils savent que derrière, ce qui va être intéressant, ça va être le soutien de 6 mois. Parce que la difficulté dans ces programmes d'opération d'open innovation, c'est que les acteurs en fait, n'ont pas le même rythme, n'ont pas forcément le même vocabulaire, n'ont pas forcément la même vision du monde, les mêmes objectifs. Et finalement, c'est très compliqué d'aligner différents acteurs qui n'ont pas les mêmes process de travail. Donc ça, on prend le temps justement de les aligner. Donc grosso modo, la première étape consiste en fait à définir le périmètre de la question. On fait une séance de design thinking, d'atelier, où on met beaucoup d'experts auprès de on a déjà mis en place un comité d'experts avec Refashion, et en fait on va définir la question à laquelle aujourd'hui vous allez devoir répondre, enfin, en tout cas ceux qui vont candidater pour le Challenge Innovation. Et en fait, problématiser cette question, c'est fondamental parce que ça nous permet derrière d'avoir un sourcing qui va être très qualifié. Donc le but, ce n'est pas d'avoir 3000 personnes qui répondent avec un petit peu tout et n'importe quoi sur le recyclage. Il y a plein d'innovations qui sont formidables, mais là, on va essayer de répondre à une problématique spécifique. Et du coup, ce travail qu'on a fait en amont va permettre d'avoir un sourcing pendant 2 mois. On va chercher les acteurs qui ne peuvent que répondre à cette problématique. Donc on va exclure aussi un certain nombre d'acteurs qui sont sur des problématiques tout à fait pertinentes, mais qui ne sont pas celles que l'on attend aujourd'hui. Donc ensuite, on fait un sourcing de 2 mois, où on va identifier dans le monde entier, comme disait Cécile, des acteurs. Et donc le but, c'est d'avoir une diversité de répondants. Donc on va avoir des startups, des entrepreneurs sociaux, des industriels, des collectivités, des associations, des ONG et des chercheurs évidemment, puisqu'on est quand même sur des sujets qui sont éminemment techniques. On n'est pas sur de l'innovation de services ou de modèles. On est vraiment sur comment la R&D et la technologie peuvent aujourd'hui apporter des solutions responsables. Et puis une fois qu'on a, donc on va avoir deux étapes de sélection, puisque l'idée c'est d'avoir une diversité de profils, 2, de la pertinence dans les expertises apportées pour répondre à la problématique, et puis on va sélectionner une 50aine d'experts qui seront réunis sur 2 jours en digital, puisque aujourd'hui on peut le faire, et puis parce qu'on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont à l'étranger. Et là, on va en fait faire en sorte que les gens échangent. Et souvent, les gens sont ravis de ces journées, ne serait-ce que pour échanger avec d'autres types d'acteurs avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de contribuer et d'échanger. Et l'objet en fait, de ces réunions, c'est de créer des consortiums. Alors la taille et la forme des consortiums peuvent être tout à fait variables. On a parfois des solutions, enfin des projets qui sont bilatéraux, où par exemple on a une start-up qui a collaboré avec les équipes R&D de Perrier pour accélérer le développement de leur prototype. On a un consortium de start-up panafricaines et asiatiques qui s'est mis en place pour créer aussi une solution. Donc ça peut être très variable, il peut y avoir de la recherche en amont et puis de la recherche qui est beaucoup plus applicative. Donc ça varie, mais en tout cas on va sélectionner un certain nombre de projets. En général, on a une 15aine d'intentions de collaboration à l'issue de ces journées. Ça veut dire que les échanges sont assez fructueux.
Il y a une véritable envie de collaborer les uns avec les autres, des chercheurs avec des universités, des startups, des industriels qui viennent découvrir également de nouvelles solutions. Et puis, on va en sélectionner 3. Donc ça, ce sera à partir du mois de janvier qu'on va faire la sélection. Non, février, je crois qu'on arrive. En février, on va faire les journées. On sélectionne les projets, on va en suivre 3. Donc c'est vrai que Refashion, d'habitude, investit directement dans les solutions, ce que vous ne vous excluez pas de faire. Mais en plus, il y aura un suivi de 6 mois pour justement cranter la collaboration et accompagner. Et nous, l'objectif chez Socience de ces 6 mois de suivi, c'est de rendre ces projets d'abord autonomes, c'est-à-dire quand il y a des consortiums qui se mettent en place, l'objectif, c'est qu'ils apprennent à se connaître et puis qu'ils soient capables d'évoluer ensuite. Parce que la limite, souvent, dans les challenges d'innovation, même grands groupes start-up, c'est que les gens ne collaborent pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'on a fait un peu la cérémonie de remise des prix, même si on les incube ou qu'on investit, il n'y a pas forcément de collaboration avec les équipes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment les gens apprennent à travailler ensemble. Donc finalement, nous, on leur donne un peu un rythme de travail, on se rencontre un petit peu toutes les semaines, on leur tient l'épée dans le dos, et puis on aligne surtout leurs besoins, leur façon de travailler, leurs objectifs. Et puis, en fait, en alignant leurs besoins et leurs ressources, on va leur apporter aussi une 5e catégorie d'acteurs dans nos réseaux qu'on appelle les boosters, qui peuvent être des clusters, des investisseurs. Et en fait, la roadmap, le plan d'action des 6 mois de suivi, ça peut être répondre à un appel à projet pour lever des sous, ça peut être développer un démonstrateur, ça peut être faire un POC. Enfin, en tout cas, le livrable des 6 mois est totalement variable. Mais en tout cas, ça nous permet de cranter la collaboration et du coup d'expérimenter justement des solutions qui, on l'espère, répondront à la problématique. Que tu vas dévoiler. Que je dévoile sur ce pas. Et je te laisse l'annoncer. Cécile. À toi. Donc, après cette première journée avec le comité, donc on est arrivé à la problématique suivante. Donc, c'est comment produire des matières à haute performance environnementale issues des textiles et chaussures usagés non réutilisables qui répondent aux besoins marchés en termes fonctionnels et économiques. Donc ici, on est vraiment sur une problématique de qu'est-ce qu'on va faire de ces textiles et chaussures usagés qu'on ne peut plus réutiliser. Et le focus, c'est vraiment sur produire ces matières qui répondent aux besoins marchés. Ce n'est pas développer forcément une nouvelle technologie. Le focus est sur l'application au bout. Oui, c'est vraiment tout le travail de la problématisation de la question, c'est de faire justement un peu un coup d'accordéon, à quel point on ouvre, à quel point on ferme la problématique. Donc là, le sujet a été défini par un comité de 20 personnes qui ont défini les besoins aujourd'hui du marché et puis le focus spécifique sur cette question. Donc on espère que la plupart d'entre vous et ceux qui nous regardent y répondront. Et puis à bientôt pour ces échanges. Super, merci beaucoup Julie. Tu veux lancer l'atelier peut-être ? Un petit rappel peut-être concernant le challenge innovation à 16h, donc dans exactement 10 minutes. Voilà, super. Donc oui, Johan de ton équipe. Oui, qui est responsable des programmes, qui vous attend à 16h pour ceux que ça intéresse, pour vous donner un peu plus d'informations sur le programme, sur le déroulé. L'appel à candidature est lancé ce jour, donc il doit être en train de buzzer sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, donc, comme on a une communauté qui est internationale, vous aurez 2 versions, hein, et donc ne vous inquiétez pas si vous voyez passer l'appel à candidature anglais, c'est normal, il y a une version anglaise, une version française. Et puis l'atelier tout de suite avec Johan, si vous avez des questions particulières, qui peut répondre, voilà, sur toutes les questions que vous avez. Et puis sinon sur le site, Refashion ou Socience, vous avez les questions, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci Julie, merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, on arrive au terme de cet après-midi. Merci beaucoup Cécile, merci à tous nos intervenants, merci à vous qui avez été attentifs et intéressés. Les 2 mots pour finir, c'est toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, soit dans la salle, soit sur le chat, on y répondra dans les jours à venir, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je rappelle que toutes les présentations sont disponibles dans la plateforme iWi, donc vous pourrez les relire à tête reposée. Et puis pour conclure, ce qu'on peut se dire, Cécile, c'est qu'on a besoin de vos mots en re, on va réafficher le nuage de mots, donc n'hésitez pas à contribuer. Cécile, est-ce que tu as un mot en re, toi ? Tu sais ce que ça va être, ton mot en re ? Rebondir. Très bien, pour aller plus loin. Bravo. Et moi, mon mot en re, ça va être recycler, évidemment, pas de grande surprise. Et c'est un joli... Ah oh, super, on a des beaux nuages, très très beaux.
Super, impeccable. Alors, avant de conclure et avant d'inviter Alain à venir clôturer cette journée Refashion Day, je dois vous rappeler que vous êtes attendus, pour ceux qui sont là, pas pour ceux qui sont en live malheureusement, dans l'espace café pour une petite pause conviviale et on pourra continuer les débats et les échanges. Ça serait avec grand plaisir. Et donc, merci à tous encore d'avoir participé à cette journée et j'accueille Alain, si Alain est quelque part, pour la conclusion. Oui, super. Merci Alain. Comment vous êtes? Comment vous êtes après cette matinée et après cet après-midi? Écoutez, a priori aussi nombreux dans la salle et aussi nombreux à distance. Alors sincèrement, du fond du cœur, un grand merci à tous pour l'intérêt que vous nous avez manifesté et surtout, au-delà de cet intérêt, de la mobilisation que l'on sent dans les questions que vous posez et dans les engagements que certains d'entre vous ont d'ores et déjà pris. Je voudrais évidemment adresser un grand merci à nos intervenants qui nous ont transmis leur expérience, leurs projets, leurs convictions et incontestablement leur envie de faire. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, oula, on est en train d'ouvrir des champs intéressants, alors avec évidemment plein de... ah oui, mais ça va coûter combien? Qui va payer? Bon, on verra ça plus tard. Merci beaucoup à l'équipe technique, vraiment très professionnelle, qui a coordonné dans un timing parfait, il n'y a pas une seconde qui déborde. À la fois donc, le présentiel et le distanciel, c'est quand même fabuleux, la technologie. C'est quand même grâce à la technologie que finalement nous progressons. Et bien entendu, comme vient de le dire Maude, beaucoup de questions ont été posées et donc nous les récupérerons et forcément nous y apporterons des réponses. Je voudrais aussi, et toujours du fond du cœur, adresser un grand merci à l'équipe Refashion. Parce que cette équipe, qu'est-ce qu'elle grandit? Qu'est-ce qu'elle a grandi? Et elle est en train d'accélérer ce grandissement. Et j'ose espérer qu'en même temps que nous accélérons le grandissement, nous allons participer à l'accélération de cette transition vers l'économie circulaire à laquelle nous travaillons. En tout cas, elle grandit en nombre de personnes, elle grandit en efficience, et vous l'avez remarqué, elle grandit en nature, en nombre et en nature de services apportés à nos parties prenantes. Je voudrais dire un grand merci à Didier Soufflet, qui malheureusement, ses contraintes d'agenda n'ont pas pu lui permettre de rester avec nous jusque ce soir, et donc de dire aussi merci en son nom. Au travers de Didier, qui est notre président au Conseil des associés, et merci à certains d'entre eux d'ailleurs d'être présents ici, et d'une manière plus générale aux marques contributrices à l'éco-organisme, qui nous soutiennent et qui nous font confiance. En espérant ne pas avoir oublié qui que ce soit pour dire merci, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit jeu qui était autour du mot « re ». Je vous vois inquiète. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis, mais quel « re » je vais dire qui n'a pas été dit. Alors, en fait, il y en a un qui a été dit à tout bout de champ, mais que personne n'a affirmé en tant que tel. Peut-être que nous pouvons nous permettre, nous, de dire « Refashion ». Ouais, super. Car je crois que nous sommes tous ensemble, Refashion, et que nous développons cet état d'esprit de nouvelles façons de faire les choses. Comme j'ai la chance d'être le dernier, si vous me le permettez, j'ai un autre. Le mot responsable, ou responsabilité. Parce que si nous sommes là, nous, en tant qu'éco-organisme, c'est parce qu'il y a un principe directeur qui nous guide, qui est le principe de la responsabilité, le principe de la REP, le principe de la responsabilité élargie du producteur. Et quand on réfléchit 2 secondes au terme de responsabilité, être responsable, c'est apporter des réponses. Et apporter des réponses, c'est se poser des bonnes questions.
Et j'espère que cette matinée et cet après-midi vous ont permis de vous poser de bonnes questions, de nouvelles questions auxquelles collectivement nous apporterons des réponses. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Merci Alain.